Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour découvrir Miss Marple et la confession cousue de satin, une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. L'invité disparu au souper. La pluie tombait en fines nappes obliques sur le village d'Elmsworth, fouettant les vitres de Gossington Hall d'un claquement incessant qui étouffait tous les bruits, à l'exception du tic-tac aigu de l'horloge de parquet. Un orage s'était levé juste après le crépuscule, apportant avec lui une tension suffocante que même le feu crépitant du salon ne parvenait pas à dissiper. L'air sentait vaguement la fumée de bois et les feuilles mouillées, et malgré le linge fin et l'argenterie disposés sur la longue table en acajou, un froid semblait planer sur le dîner tel un brouillard invisible. Miss Marple, assise à côté de Lady Tremaine et en face du vicaire, le ressentit aussitôt. Un certain malaise, subtil mais indéniable, semblait s'installer dans les recoins de la grande pièce, un silence trop profond entre les cliquetis des couverts. Ce n'était pas seulement la météo. Quelque chose n'allait pas. Le dîner avait commencé avec 9 convives. Une petite réunion, apparemment informelle, pourtant chaque marque-place avait été rédigée avec un soin méticuleux. Au bout de la table était assis le colonel Archibald Tremaine, un militaire à la retraite dont la moustache hérissée et le ton saccadé trahissaient un homme peu habitué aux surprises. À ses côtés, son épouse Lavinia, élégante mais au regard perçant, observait la compagnie d'un air de faucon. Miss Marple avait été invitée à la dernière minute pour remplacer Miss Langdon, malade. Il y avait d'autres invités, le docteur Willoughby, le médecin du village aux mains tremblantes, la jeune Violette Archdale qui tordait nerveusement sa serviette chaque fois que le colonel la regardait. Monsieur Félix Norton, un écrivain de voyage de retour du Caire, au charme soyeux et aux récits troubles, et Madame Céleste Hartwell, une veuve du domaine voisin connue pour son humour morbide. Pour compléter le rassemblement, un homme présenté simplement comme Monsieur Josiah Emberton, un invité du colonel de son club de Londres, récemment arrivé et curieusement silencieux tout au long de la soirée. Le faisan rôti avait été servi. On avait servi du porto. Un pudding à la mélasse noire et aux raisins secs était servi, fumant et scintillant à la lueur des bougies. Mais alors que le valet de pied s'apprêtait à servir le second plat, la voix de Lady Tremaine résonna, aiguë et déconcertée. « Mais où est Monsieur Amberton ?» Toutes les têtes se tournèrent. Sa chaise était vide, couteau et fourchette posés avec précision sur l'assiette, à peine effleurés. Un verre de Bordeaux à moitié rempli, intact, se trouvait à côté. Il y eut un moment de silence glacial. « Je pensais qu'il s'était excusé », murmura le colonel. Mais l'incertitude traversa son front buriné. Personne ne l'a vu quitter la pièce, dit doucement Miss Marple, ses aiguilles à tricoter momentanément encore sur ses genoux. C'est absurde, aboya le colonel en se levant, brusquement. Il a dû aller aux toilettes. Il serait passé à côté de moi, dit froidement Lady Tremaine. Il était assis entre Violette et moi, et la porte était derrière lui. Je l'aurais vu se lever. J'ai trouvé qu'il avait l'air malade, dit Violette d'une voix hésitante. Pendant le service de soupe, il n'arrêtait pas de se tamponner la bouche. Jeune demoiselle, nous avons largement dépassé le plat de soupe, dit le vicaire en fronçant les sourcils. Et moi, je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir une seule fois. L'orage hurlait contre les fenêtres. Miss Marple se leva avec une grâce tranquille, ses yeux bleus perçants, non pas par l'inquiétude, mais par l'interrogation. Elle se dirigea vers le buffet, où un petit plat en argent rempli d'amandes salées avait été renversé par inadvertance. Elle se pencha légèrement, soulevant un petit carré de papier plié tombé à côté. Ses doigts, agiles et sûrs, le déplièrent avec précaution. Une ligne, écrite à l'encre noire, y était inscrite. « Elle sait. » Lady Tremaine l'a vue aussi. « Qu'est-ce que vous avez là ?»« Un billet curieux, » dit Miss Marple en le lui tendant sans broncher. « Pas vraiment ce à quoi on s'attend au dessert. »
Le colonel Tremaine grogna. « Il nous fait une blague. » Emberton a toujours eu un drôle d'humour. « Assez bizarre pour disparaître sans manteau, sous une averse ?» murmura Miss Marple. « À moins, bien sûr, qu'il n'ait pas disparu du tout. » À ces mots, la fête s'agita comme des feuilles emportées par le vent. Les chaises raclèrent. Le colonel Tremaine ordonna une fouille de la maison. Les domestiques se déployèrent, des valets de pied inspectant les jardins à la torche, Madame Piusset, la gouvernante, se dirigeant vers les chambres d'amis en appelant l'homme par son nom. Mais rien. Pas d'empreinte dans la boue. Pas de manteau pris au porte-manteau. Pas de mégots de cigarettes jetés dans la bibliothèque. Monsieur Josiah Emberton avait disparu aussi complètement que s'il avait été arraché au temps. Miss Marple, cependant, restait assise tranquillement dans le salon, tandis que les autres s'agitaient, confus. Son esprit repensait lentement aux détails. Le verre intact, la disposition précise des ustensiles, le mot qui disait « elle sait ». Ce n'était pas simplement un abandon. Il y avait quelque chose d'artificiellement composé dans tout cela. Délibéré. « Je me demande », se dit-elle d'une voix presque inaudible, si ce mot était censé être trouvé ce soir. Plus tard, alors que tout le monde était à nouveau réuni, maintenant glacé et chuchotant, le colonel se tenait devant la cheminée, le visage rouge et les lèvres pincées. « Monsieur Emberton n'est plus dans cette maison », a-t-il déclaré. « Ou bien, » proposa doucement Miss Marple, « il est toujours là, mais sous une forme ou une manière que nous n'avons pas envisagée. » Le docteur Willoughby cligna des yeux. « Suggérez-vous un acte criminel ?»« Je ne suggère rien, » dit Miss Marple. « Mais il paraît curieux que M. Emberton n'ait pas emporté de sac de voyage, qu'il est très peu discuté, et que personne, pas même vous, colonel, ne sache précisément où vous l'avez rencontré ni pourquoi il a été invité. »« Je l'ai rencontré au Pall Mall Club, » rétorqua sèchement le colonel Tremaine. « Un homme bien. Il m'a dit avoir séjourné à Elmsworth il y a des années. » « Et pourtant, » dit Miss Marple d'un ton presque tendre, « aucun d'entre nous n'a entendu parler de lui. Même Madame Hartwell, qui vit ici depuis des décennies. » Madame Hartwell, restée silencieuse jusque-là, sursauta légèrement. « Non, ce nom ne veut rien dire. Quoique... » Elle hésita, la voix tremblante. « Maintenant que vous le dites, voilà, était un valet de pied de Hartwell, en 1913, qui s'est enfui avec les bijoux d'un invité. Emberton. Ce nom me rappelle familier d'une manière désagréable. Mais je peux me tromper. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « Il y a autre chose, » ajouta-t-elle doucement. « Au début du dîner, la 9e chaise n'avait pas de coussin. Je l'ai remarqué car je trouvais cela étrange. Le personnel de Lady Tremaine est généralement précis. Monsieur Emberton a pris cette place et je l'ai vu remuer subtilement tout au long du repas, visiblement mal à l'aise. Cela suggère qu'elle n'était pas du tout destinée à un invité. « Vous voulez dire qu'il s'est assis à la place de quelqu'un d'autre ?» demanda le vicaire. « Je veux dire que quelqu'un d'autre était attendu, et il a pris sa place à sa place. » C'est alors que le valet de pied réapparut, pâle et légèrement essoufflé. « Madame, quelque chose d'étrange. L'armoire à linge à l'étage. Elle a été forcée. Il y a, eh bien, quelque chose d'étrange dedans. » Ils le suivirent en procession lugubre, gravissant le large escalier aux bougies vacillantes. Dans le couloir, juste après l'aile des invités, l'armoire à linge était ouverte, un drap blanc en partie renversé, et dessous, Miss Marple s'avança la première, une paire de chaussures boueuses qui dépassaient. Le corps était recroquevillé comme un chat endormi, mais le visage était reconnaissable entre mille, celui de Monsieur Josiah Emberton, le regard vitreux et immobile. Un fil blanc et fin pendait de sa poche. Miss Marple s'agenouilla, dégantée, et tira doucement dessus. Un morceau de satin déchiré, bleu pâle. Lady Tremaine émit un léger halètement, et tous les regards se tournèrent vers elle. Mais Miss Marple, curieusement, observait Violette Archdale. Le teint de la jeune fille était devenu d'un blanc fantomatique. Sa bouche bougea légèrement, non pas par peur, mais par reconnaissance. Miss Marple se redressa lentement. « Il semblerait, dit-elle à voix basse, que M. Emberton n'ait pas disparu. Il attendait simplement d'être découvert. » La pièce était silencieuse, à l'exception du sifflement de l'orage.
Puis, avec la précision d'une matrone enfilant une aiguille, Miss Marple posa la question qui resterait gravée dans sa mémoire. « Dites-moi, ma chère Violette, auriez-vous déjà cousu un ourlet en satin? Avec un poil à gauche ?» Les yeux de Violette se levèrent brusquement, écarquillés et creux. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Miss Marple sourit doucement, mais ses yeux brillaient comme de l'acier. Seulement, le satin se défait si facilement, surtout quand il cache des secrets. Le valet de pied se pencha pour soulever le corps, et un morceau de papier plié glissa de la veste intérieure d'Emberton. Miss Marple le ramassa et le déplia délicatement. À l'intérieur, écrit d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement grâce à plusieurs invitations à dîner, se trouvait le message suivant. « Si je disparais, demande-lui des nouvelles de la robe de baptême. » Elle regarda à nouveau Violette, qui s'était plaquée contre le cadre de la porte, comme si elle essayait de disparaître dans le bois même. Miss Marple ne dit rien de plus. Elle se contenta de plier le mot et de le glisser dans son sac à main avec précaution, comme si elle classait la première page d'une histoire inachevée. Et au fond de son esprit, quelque chose de plus sombre s'éveilla. Une robe de baptême, en satin bleu pâle, cousue à la main, points à gauche et un motif caché au fond des plis. Il y aurait du temps pour plus de questions. Mais maintenant, le jeu avait vraiment commencé. Chapitre 2. Un mouchoir sans initiale. Le matin se leva sur Helmsworth. Un frisson de lumière argentée filtra à travers les nuages bas et ondulants. L'orage était passé, mais dans son sillage, le village semblait inhabituellement calme, comme s'il retenait son souffle. Gossington Hall se dressait sous un rideau de brume humide, sa façade de briques noircie par la pluie, ses fenêtres pâles et vigilantes comme les yeux d'une bête endormie. À l'intérieur, la maison était agitée. Des domestiques chuchotaient derrière les portes, des pas résonnaient avec retenue, et l'odeur du thé trop bouilli imprégnait le salon comme un souvenir que personne ne voulait oublier. 12 heures seulement s'étaient écoulées depuis la découverte du corps de M. Josiah Emberton, plié sous des draps de lin, et pourtant, la maison était déjà en train de se transformer, se reconfigurant autour de son absence. Miss Marple était assise dans un fauteuil défraîchi près de la fenêtre, une petite tasse en porcelaine de thé léger à la main, bien qu'elle n'en eût pas bu une seule gorgée. Son regard restait fixé sur le terrain, où 2 agents du comté avaient ratissé les allées du jardin, retraçant leurs pas désormais, invisibles dans la boue matinale. Derrière elle, le colonel marchait comme un tigre pris au piège, ses bottes claquant sur le parquet avec une irritation militaire. Lady Tremaine était absente, apparemment ne recevant pas, ce que Miss Marple trouva particulièrement intéressant, compte tenu de la rigueur avec laquelle elle avait contrôlé chaque détail la veille. C'était la femme de ménage Elsie qui interrompit le silence, essoufflée, pâle et tenant quelque chose dans ses mains gantées, avec la délicatesse particulière de quelqu'un qui ne sait pas s'il porte un trésor ou une malédiction. « J'ai trouvé ça, mademoiselle », balbutia-t-elle, son regard se portant sur Miss Marple plutôt que sur le colonel. Dans le vide-linge, en bas, coincé derrière la bassine en cuivre. Miss Marple lui tendit une main calme, et la jeune fille y plaça le petit carré de lin blanc. Un mouchoir, propre, soigneusement plié, mais froissé de telle façon qu'il avait visiblement été manipulé avec urgence. Pas de parfum, pas de broderie, pas d'initiale. « C'est étrange », murmura Miss Marple en faisant tourner le tissu entre ses doigts. « Pas même une trace de lessive. »« Ce n'est rien », grogna le colonel. « Ça doit appartenir à une des servantes. » Miss Marple lui adressa un bref sourire, presque affectueux. « Oh non, colonel Tremaine. Les mouchoirs de bonne portent généralement des numéros ou des noms à l'encre, cousus dans du coton rouge, pour le tri. Et ça, c'est trop fin. De la mousseline, je crois. Et regardez ici. » Elle approcha le tissu de la lumière. Il y a un tout petit fil, presque invisible, bleu pâle, coincé dans la couture. Le colonel fronça les sourcils. « Du fil bleu ?»« Oui, » dit-elle presque pour elle-même. « Du satin pâle. Déchiré peut-être, du même tissu que j'ai trouvé dans la poche de M. Emberton hier soir. »« Mais qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le vicaire, arrivé quelques instants plus tôt avec un plateau de toast pas assez cuit et un profond malaise qui l'envahissait comme un brouillard.
Pourquoi cacherait-on un mouchoir? Miss Marple ne répondit pas directement. Elle se leva et marcha lentement vers le grand escalier, ses doigts pressant délicatement le tissu comme si elle écoutait son silence. Sur le palier du 2e étage, elle s'arrêta et se tourna, non pas vers sa chambre d'amis, mais vers l'aile ouest, déserte à l'exception de la chambre autrefois utilisée par la défunte sœur de Lavinia Tremaine, décédée 1 an plus tôt, dans des circonstances chuchotées, mêlées au laudanum et au désespoir. La chambre était fermée à clé depuis, du moins c'est ce qu'on avait dit à Miss Marple, mais le trou de la serrure portait une légère rayure sur son pourtour, fraîche et argentée sur le vieux laiton. Quelqu'un avait utilisé un outil ici, quelqu'un qui n'avait pas la clé. Miss Marple redescendit et croisa Violette Archdale dans le couloir. La jeune fille avait été serrée contre elle, les doigts crispés sur un petit carnet qu'elle cacha rapidement derrière son dos. Son regard croisa celui de Miss Marple l'espace d'un instant. Écarquillé, empreint de culpabilité et tremblant. « Ma chère, dit doucement Miss Marple, as-tu dormi ?» Violette secoua la tête. « Comment aurais-je pu ? Il y a un mort dans l'armoire à linge. » Miss Marple lui fit un signe de tête aimable, mais la regarda disparaître dans le couloir, se dirigeant vers l'escalier de service. Pas celui de devant, et pas celui des domestiques non plus. Intéressant. Elle retourna au salon, où Lady Tremaine était enfin apparue, vêtue d'un gris sévère, pâle mais posé. Elle ne salua pas Miss Marple, mais se dirigea droit vers la cheminée et ajusta un vase de lys blanc avec une précision mécanique. « Inutile de dramatiser davantage », a-t-elle déclaré. L'homme était visiblement perturbé. Il a laissé un message mystérieux, puis s'est donné la mort. « C'est étrange, alors, » répondit Miss Marple, « qu'il ait plié sa serviette de table avant de le faire. » Les mains de Lady Tremaine se figèrent sur le vase. « Les gens font des choses étranges quand ils sont en détresse, » dit-elle froidement. « Certes, oui, mais quand les hommes sont dans la détresse, ils ne repassonnent pas souvent leur mouchoir. » Le silence suivit. Lady Tremaine se retourna lentement, le regard désormais perçant. « Que suggérez-vous exactement, Miss Marple ?»« Je suggère, dit-elle de son ton habituel de grand-mère, que M. Emberton n'était pas tout à fait l'homme que vous croyiez. Peut-être était-il venu à Gossington Hall, non pas pour rendre visite à un vieil ami, mais pour affronter un mensonge, peut-être très ancien. » Le feu crépitait et craquait. Dehors, le vent s'était à nouveau levé. Le docteur Willoughby arrive peu après-midi, l'air encore plus distrait que la veille. Miss Marple le rejoignit dans le hall d'entrée, remarquant la façon dont son regard se porta vers l'escalier avant qu'il ne prenne la parole. « J'ai reçu des nouvelles du coroner, » murmura-t-il. « Il sera là demain, mais il m'a demandé d'inspecter le corps en attendant. Il y a des ecchymoses sur le cou, légères mais présentes, comme si quelqu'un avait appuyé doucement. Et les pupilles, pas ce à quoi je m'attendrais si c'était du poison. Vous croyez qu'il a été assassiné ?» Willoughby hésita. « Je crois que quelqu'un voulait nous faire changer d'avis. » Miss Marple lui tendit le mouchoir, enveloppé dans une serviette en papier. « Auriez-vous l'amabilité d'examiner cela ? Je crois qu'il a pu servir à l'étouffer. Peut-être avec une main gantée. » Il pâlit. « Tu crois que c'est une femme qui a fait ça ? » « Je pense, dit-elle, que ce mouchoir n'était pas destiné à être retrouvé, ce qui est souvent plus révélateur que n'importe quelle découverte. » En fin d'après-midi, l'assistant du tailleur du village arriva avec un colis pour le colonel Tremaine, un pantalon repassé et un manteau apparemment raccommodé. Miss Marple intercepta le colis à la porte, d'entrée. « Est-ce que cela a été demandé hier ?» demanda-t-elle en regardant l'emballage. « Oh non, madame, » dit le garçon. « On l'a déposé lundi. Un grand monsieur aux cheveux noirs l'a récupéré. Il disait faire partie du personnel. C'était un peu bizarre quand même. Il avait un bandage à une main. »« Est-ce qu'il a signé pour ça ?»« Non, mademoiselle. Mais je l'ai vu partir vers la route de la gare. Il a dit qu'il allait poster quelque chose. » Miss Marple sourit. « Merci, c'est très utile. » À l'intérieur du colis, lorsque Miss Marple l'ouvrit plus tard dans la soirée, se trouvait, glissée sous l'ourlet de la doublure du manteau du colonel, une seconde note, plus petite que la première, de la même encre noire, sans enveloppe. Juste les mots suivants. « Elle a menti. Le baptême n'a jamais eu lieu. » Miss Marple était assise tranquillement dans sa chambre cette nuit-là,
la pluie revenant frapper à sa fenêtre, comme si elle répétait la question que personne n'avait osé poser. Qui était M. Emberton? Et que savait-il pour justifier sa mort? Le mouchoir, le mensonge, l'invité disparu, tout cela remontait à quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Non seulement sous le linge ou le satin, mais sous le temps lui-même. Et elle soupçonnait maintenant que le véritable crime n'avait pas été commis la nuit dernière, mais des années auparavant, dans cette même maison, sous l'illusion de la respectabilité et de la richesse. En mouchant la bougie, elle remarqua une silhouette sombre traversant le jardin. Une silhouette en imperméable, grande, prudente. Pas Violette, pas le colonel. Quelqu'un dont elle n'avait pas encore pris connaissance. Elle regarda la silhouette disparaître dans les arbres. Puis, de son sac à main, elle sortit le deuxième mot et le relut à la lumière de la lune. Le baptême n'a jamais eu lieu. Et avec un soupir silencieux, elle murmura à l'obscurité. Alors l'enfant, qui qu'il soit, n'était pas censé exister du tout. Demain, elle commencerait par les registres paroissiaux. Mais ce soir-là, Gossington Hall dormait mal, avec un mouchoir de moins qu'il n'aurait dû et un secret de plus. Chapitre 3. La chambre verrouillée de l'intérieur. Ce fut le cri qui rompit le silence, aigu et soudain, fendant l'air matinal comme du verre sur du carrelage. Miss Marple sirotait un thé léger dans le salon est, regardant la brume s'enrouler sur les haies du jardin, lorsque le son lui parvint. Quelques secondes plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir supérieur et des portes claquèrent, tandis que la maisonnée s'éveillait, confuse et terrifiée. Le cri provenait du 3e étage, l'ancienne aile de la nurserie, inutilisée depuis que les enfants des Tremaine avaient grandi et pris leur envol, et plus récemment attribuée à Félix Norton, l'écrivain voyageur au sourire trop charmeur et à la tendance à s'attarder près des placards fermés à clé. Miss Marple atteignit le palier juste derrière le colonel, qui enfilait encore sa robe de chambre. Violette Archdale rôdait au pied de l'escalier, blanche comme du lait, les yeux écarquillés et effrayés. Le valet de pied, Harris, se tenait maladroitement près de la porte de la chambre d'enfant, qui claquait inutilement sous sa main. « C'est verrouillé, monsieur. » De l'intérieur. La voix du colonel était grave. « Ouvrez-la. » Harris hocha la tête et frappa le panneau de son épaule avec plus de détermination que de technique. Le bois gémit, puis craqua, et la porte s'ouvrit en grand avec un bruit de tonnerre. Félix Norton était étendu sur le tapis de la chambre d'enfant, un bras étrangement replié dans le dos, sa cravate nouée anormalement haut sur sa gorge. Une odeur de fumée rance et de cire à meubles flottait dans la pièce, mais l'air était étrange, chargé, comme si une certaine violence persistait dans les murs. Il n'y avait pas de sang, pas de verre brisé. La fenêtre était fermée à clé. Le verrou de la porte, remarqua Miss Marple, avait bel et bien été tiré de l'intérieur. Et l'expression de Félix figée dans une grimace exprimait une surprise sans équivoque. Le docteur Willoughby arrive quelques minutes plus tard, appelé par une femme de ménage bouleversée. Il examina le corps et secoua la tête. Mort. Probablement strangulation. Il y a peut-être 1 heure. Aucun signe de lutte. Une mort dans une pièce fermée à clé ? Murmura Miss Marple en effleurant doucement l'épais tapis de laine. Toujours un puzzle si désordonné, déguisé en puzzle bien rangé. Le colonel était furieux, exigeant des explications que personne ne pouvait lui donner. Madame Hartwell serrait son châle et murmurait à propos d'une vengeance spirituelle. Lady Tremaine apparut en haut de l'escalier, déjà vêtue d'un bleu marine sombre, la bouche dure. C'était Violette, une fois de plus dont la réaction semblait déjantée. Elle s'était réfugiée à la fenêtre du couloir et contemplait le jardin, le regard vitreux, les mains serrées dans les poches de son manteau, comme si elle essayait de contenir quelque chose de plus que la peur. Miss Marple arpentait la pièce avec précaution, observant chaque détail. Un verre de whisky à moitié bu sur la coiffeuse. Un bloc-notes dont 3 pages étaient arrachées. Un unique bouton de manchette par terre, en or, monogrammé de la lettre T. Curieux. Félix Norton n'avait pas de T dans son nom. Elle se pencha près de l'homme tombé et observa quelque chose d'encore plus étrange. Une légère trace sur le tapis, sous sa chaussure, presque invisible. Un léger éclat blanc poudreux, comme de la poussière de craie.
Colonel, dit-elle doucement, puis-je vous demander ce qui est conservé dans le placard fermé à clé de cette pièce? Le colonel cligna des yeux. Rien. Des livres pour enfants, je crois. Il n'a pas été ouvert depuis des années. Est-ce que tu aurais la clé par hasard? Il hésita. Il était dans mon bureau. Miss Marple sourit faiblement. Avant? Il détourna le regard. Une fouille, minutieuse de la pièce, ne donna que peu de résultats. La fenêtre, bien que solidement verrouillée, n'avait pas de rebord, et le lierre qui y poussait autrefois avait été taillé des mois auparavant. La clé du placard avait bel et bien disparu. Aucune trace de pas dans le couloir. Aucun grincement de plancher n'avait été dérangé pendant la nuit. Et pourtant, Félix Norton gisait mort, la gorge étranglée, la porte verrouillée, ce qui défiait toute logique. Miss Marple, cependant, ne s'attarda pas sur cette impossibilité. Elle retourna dans sa chambre, puis sortit discrètement par l'entrée de service et traversa le gravier jusqu'au presbytère, où le révérend Miles terminait son petit déjeuner. Il l'accueillit, un peu distraitement, et l'écouta formuler une demande polie. « Les registres de baptême de la famille Tremaine, » dit-elle en sirotant son café tiède. « Je me demande si je pourrais les consulter. Je m'intéresse à l'histoire paroissiale. » Il revint peu après avec un registre relié en cuir. Elle tourna les pages de 1913 à 1915, son doigt traçant les noms et les dates avec une expression d'intérêt distant. Là, sous mai 1914, figurait un baptême inscrit à Gossington Hall. Féminin. Prénom. Clara. Aucun nom de famille inscrit. Aucun parent indiqué. Simplement. Enfant du personnel de maison, nom omis sur demande. Miss Marple ferma doucement le livre. À son retour, un agent du comté était arrivé et avait commencé son interrogatoire méthodique, qui n'avait révélé que peu de choses, si ce n'est que Félix n'avait parlé à personne après le dîner et avait lui-même apporté son verre de whisky à la chambre d'enfant. Personne ne l'avait vu entrer. Personne n'avait rien entendu d'étrange. Lady Tremaine se tenait silencieusement près de l'âtre du salon lorsque Miss Marple entra. Ses mains étaient gantées, même s'il ne faisait pas froid. « Tu aimais bien Félix, n'est-ce pas ?» dit Miss Marple sans accusation. Lady Tremaine tressaillit. « Je l'ai toléré. Et pourtant, Fawn, poursuivit Miss Marple, vous l'avez autorisé à rester dans une partie de la maison que vous avez fermée à clé pendant des années. Une partie étroitement liée à quelqu'un que vous avez perdu. » Lady Tremaine serra les lèvres. « Vous parlez trop librement, Miss Marple. Je trouve que la vérité a tendance à se cacher dans des endroits fermés, comme les chambres et les souvenirs. » Elle quitta Lady Tremaine en silence et rejoignit Violette, cette fois dans le solarium. La jeune fille l'était, recroquevillée dans un fauteuil en osier, le regard fixé sur la vitre embuée, pâle comme le clair de lune. « Il le savait, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. Violette leva les yeux, surprise. « Qui ?»« Félix. Il était au courant pour le baptême. Pour Clara, pour toi. » Les lèvres de Violette tremblèrent. Il a trouvé une lettre. Une vieille, de ma mère, cachée dans un livre de la bibliothèque. Miss Marple hocha la tête. Et il s'en est servi pour te menacer. Violette ne répondit pas, mais son silence était un aveu. Il a dit qu'il dirait au colonel que j'étais illégitime, que Clara Tremaine n'était pas la fille du domestique de la famille, mais la propre fille de Lady Tremaine, issue d'un scandale qu'elle avait enterré avant d'épouser le colonel. Les yeux de Miss Marple étaient emplis de compassion. « Et vous? Vous êtes la fille de Clara? C'était ma mère. Elle est morte quand j'étais petite. Je suis arrivée ici à 9 ans. Lavinia a promis de prendre soin de moi, mais seulement si je ne posais jamais de questions. Et Félix le savait. Oui, il voulait de l'argent. Sinon, il révélerait tout. » Miss Marple toucha légèrement la main de la jeune fille. « Alors, je crains qu'il ne vous ait laissé guère le choix. Mais je ne crois pas que vous l'ayez tué, Violette. Je crois que quelqu'un d'autre avait plus à perdre que vous. » Ce soir-là, Miss Marple retourna à la chambre d'enfant du 3e étage. Les agents étaient repartis depuis longtemps. Elle inspecta à nouveau la moquette, soulevant cette fois le coin le plus proche de la cheminée. En dessous, niché dans la fente du plancher, se trouvait un petit cylindre métallique, la clé manquante. Elle a déverrouillé l'armoire. À l'intérieur, il n'y avait que poussière et papier friable, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la photo. Une femme,
jeune, sévère, avec des boucles brunes et des yeux comme ceux de Violette. Et à côté d'elle, un bébé emmailloté de satin bleu pâle. Miss Marple tint la photographie à la lumière. Au dos, inscrit à l'encre qui avait pâli mais n'avait pas disparu, figurait le nom Clara Tremaine, mai 1914. Et en dessous, une deuxième ligne, ajoutée plus tard d'une main différente. Brûlez ceci avant que quelqu'un ne le trouve. Elle glissa la photo dans son sac à main et ferma doucement la porte du placard. Juste au moment où elle se retournait, le vent extérieur changea de direction, provoquant un léger craquement dans le coin le plus éloigné de la pièce. Miss Marple leva les yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un petit panneau de bois au-dessus des boiseries, à moitié détaché, légèrement entrouvert. Un vide sanitaire. Elle l'ouvrit avec précaution, et la lueur de sa bougie révéla les traces poussiéreuses d'un passage récent, des traces boueuses, faibles mais bien présentes. Traversant le mur, elle menait vers l'aile est. Cela n'avait jamais été une pièce fermée à clé. Cela avait seulement été fait pour ressembler à un. Elle resta là un long moment, la bougie tremblant légèrement dans sa main, puis murmura aux ombres. Le tueur était à l'intérieur depuis le début. Et dans le silence qui suivit, elle sut que la vraie chasse venait de commencer. Chapitre 4. La volonté qui a changé du jour au lendemain. L'horloge du bureau des Tremaine sonna 3 heures. Son carillon sourd presque aussitôt englouti par l'air épais et étouffé par la tempête qui pressait les fenêtres. Le feu dans l'âtre s'était depuis longtemps réduit à des braises, projetant une faible pulsation orangée sur le tapis persan et les rangées de livres de droit soigneusement reliés, alignés sur les étagères. Dehors, la pluie continuait de siffler sans interruption, une fine brume rampant à travers les haies qui encerclèrent Gossington Hall, telles des sentinelles. C'était le genre d'heure où les maisons retiennent leur souffle et où les secrets, si longtemps l'oreille, commencent à parler. Miss Marple était assise, raide, dans l'un des fauteuils à Howe, dossier, l'air indéchiffrable, tandis que le colonel Tremaine fixait avec incrédulité le document ouvert sur son bureau. M. Carmichael, l'avocat de la famille, se tenait à ses côtés, les épaules voûtées sous la tension du moment, ses lunettes glissant sur son long nez. Là, sous la lumière vacillante de la lampe, reposait le testament de Lavinia Tremaine, daté du mois dernier seulement, mais comportant désormais des modifications que personne ne semblait se souvenir d'avoir autorisées. Des modifications substantielles. Des modifications dévastatrices. Miss Marple savait que le testament initial avait légué l'intégralité des biens de Lady Tremaine, son héritage personnel, ses bijoux et les droits sur Tremaine House en Cornouailles, à sa petite nièce Violette Archdale. Violette, calme, pâle et obéissante, avait été élevée chez les Tremaine comme une ombre à demi avouée. Mais le dernier document en date stipulait le contraire. Violette n'était mentionnée qu'en passant. Elle laissait une petite rente en reconnaissance de son devoir familial, tandis que l'essentiel de la succession devait désormais revenir à un certain Josiah Emberton, décédé. Ridicule, aboya le colonel Tremaine en frappant la table du plat de la main. Cet homme était à peine connu de nous. Lavinia ne... Jamais. Laisse-lui un sou. Monsieur Carmichael s'éclaircit la gorge nerveusement. Et pourtant, la signature correspond à la sienne, colonel. Et les témoins sont légitimes. La servante, Elsie, et votre valet de pied, Harris. Tous deux disent avoir été convoqués pour constater la signature de Lady Tremaine il y a 2 semaines. Dans cette même pièce, murmura Miss Marple d'une voix basse et pensive, avec le feu allumé, les fenêtres fermées, et plus personne n'en parlera ensuite. J'étais absent cette semaine-là, murmura sombrement le colonel Tremaine. Affaire dans le Kent. Elle avait largement le temps. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Demanda M. Carmichael en regardant par-dessus ses lunettes. Et pourquoi M. Humberton, parmi tous les autres? Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Puis à voix basse, Miss Marple demanda « Monsieur Carmichael, puis-je voir le stylo que Lady Tremaine utilisait ?» Il cligna des yeux. « Le stylo ?»« Oui, dit-elle. Voyez-vous, l'encre aussi raconte une histoire, si on sait la lire. » Le notaire ouvrit le tiroir où étaient rangés les instruments d'écriture personnels de Lady Tremaine. Miss Marple prit la plume et la fit tourner délicatement entre ses doigts. Plume en or, légèrement tordue, l'encre était encore humide,
Trop humide pour un document soi-disant signé plus de 10 jours auparavant. Elle haussa les sourcils. Curieux, une femme comme Lavinia ne laisserait jamais son stylo sans le nettoyer. Celui-ci a été utilisé très récemment, probablement hier ou même ce matin. Le colonel Tremaine fronça les sourcils. Vous dites que le testament a été falsifié. Je dis, répondit calmement Miss Marple, qu'il a été falsifié. Quelqu'un a remplacé le testament par une copie comportant une clause falsifiée. Une clause destinée à bénéficier à un homme déjà décédé. Ce qui, par commodité, fait que tout l'héritage tombe dans le champ des litiges. Un retard, une confusion. Et avec la confusion, toujours l'occasion de frapper à nouveau. Violette entra dans la pièce à ce moment précis, attirée par le murmure des voix. Son visage était pâle, ses yeux cernés, par l'insomnie. Elle regarda le testament, puis son oncle, et enfin Miss Marple. « On m'a dit que tante Lavinia avait changé d'avis, » dit-elle doucement, « que M. Emberton était un vieil ami, qu'elle lui devait quelque chose. »« Qui t'a dit ça, ma chère ?» demanda doucement Miss Marple. Violette hésita. « Félix, il y a quelques nuits, il a dit l'avoir entendu en parler à la gouvernante. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et Félix est mort, dans une pièce fermée à clé. Un homme qui connaissait des secrets. Un homme qui menaçait de faire du chantage. Et Josiah Emberton, qui lui-même a laissé derrière lui un mot énigmatique. Elle sait. Et maintenant, on nous dit qu'il est le nouvel héritier ? Je trouve que ce timing est plus qu'une coïncidence. Le feu a éclaté soudainement, projetant des ombres sauvages sur les murs. Miss Marple se leva, puis se dirigea lentement vers le bureau. Elle souleva à nouveau le testament et le présenta à la lumière, ses yeux perçants se plissant. La moitié inférieure du parchemin présentait une légère différence de texture. Une greffe subtile, fine comme un rasoir. « Pas tout le document, » murmura-t-elle. « Seulement la dernière page. » Le colonel Tremaine s'approcha. « Vous en êtes certain ?»« Il y a une couture, » dit-elle en la touchant. « À peine visible. C'est une personne très compétente qui a fait ça. Mais ils ont oublié une chose. Lady Tremaine écrivait avec une inclinaison particulière. Voyez ici, sur ces lignes originales. Et la signature de la deuxième page est légèrement inclinée vers la gauche. Le faussaire était droitier. Lavinia ne l'était pas. Monsieur Carmichael pâlit. Mais alors, le testament est invalide. Oui, dit Miss Marple. Et celui qui l'a forgé savait qu'elle serait découverte. Ça n'a jamais été le but. Le but était de nous distraire, de nous faire regarder en arrière, vers Emberton, vers nos anciennes loyautés, plutôt que vers l'avenir, vers ceux qui en bénéficient maintenant qu'Amberton et Félix sont morts. Le colonel la fixa du regard. Tu crois que c'était pour brouiller les pistes ? Pour gagner du temps, pour semer la confusion, et peut-être pour faire taire quelqu'un. Ce soir-là, la pluie redoubla et le vent hurla à travers les arbres, comme une voix sans gorge. Miss Marple demanda un feu dans la bibliothèque et se mit à lire un vieux journal de Lady Tremaine. Entre les pages, elle trouva un lys pressé, fragile et jauni, et, à l'intérieur, un morceau de d'Adamim. Correspondance pliée. L'écriture était indubitable. Clara Tremaine, datée de 1916. Une lettre adressée à sa sœur Lavinia, écrite depuis un foyer pour mère célibataire. Le ton était amer, tremblant, et la phrase se terminait par une phrase qui figea la main de Miss Marple. « Si tu élèves Violette comme ta propre fille, fais-le avec grâce, mais ne m'efface pas. Je ne serai pas enseveli sous ta honte. » Miss Marple remit la lettre et resta assise un long moment, immobile, écoutant le vent claquer, aux fenêtres. Quelque part dans cette maison, quelqu'un avait tout risqué pour réécrire le passé, d'abord en cachant une naissance, puis en l'effaçant. Mais quelqu'un d'autre s'en souvenait, peut-être trop bien. Plus tard dans la nuit, alors que la maison s'installait dans un silence gêné, un cri retentit dans le couloir du fond. Une servante avait trébuché dans le petit salon et avait trouvé la fenêtre ouverte, l'eau de pluie s'accumulant sur le rebord. Là, par terre, se trouvait une chemise, en cuir. La trousse personnelle de Lady Tremaine. À l'intérieur se trouvait le réel volonté, daté de 3 mois plus tôt, signé, témoigné par les 2 mêmes serviteurs, et nommant Violette Archdale comme seule héritière. Miss Marple examina le dossier. Humide. Il sentait légèrement la lavande et la vieille fumée.
Mais c'est l'enveloppe qui attira son attention. Toujours scellée, avec de la cire à l'effigie de Tremaine. Il n'avait pas été ouvert. Quelqu'un l'avait caché. Quelqu'un a paniqué. Elle brandit le document pour que le colonel et M. Carmichael le voient. « Il n'y a plus aucun doute maintenant, » dit-elle. « C'est l'original, et quelqu'un l'a remplacé par un faux pour masquer ses véritables intentions. »« Mais qui ?» murmura M. Carmichael. « Qui irait jusqu'à ce point ?» Miss Marple ne répondit pas. Elle se tourna simplement vers la fenêtre assombrie par la pluie et regarda le parc détrempé de Gossington Hall, plissant les yeux en voyant une silhouette encapuchonnée se déplacer rapidement à travers les arbres vers le corps de garde. Ce n'était pas fini. Pas encore. Et dans son esprit, comme un fil cousu à travers du satin, un nom se tissait désormais à travers chaque scène, chaque mensonge, chaque vérité disparue. La femme de chambre qui a signé les 2 testaments. Elle-ci. Elle parlerait à la fille avant le matin. Et à ce moment-là, soupçonnait Miss Marple, un autre secret, trop étroitement cousu pour respirer, commencerait enfin à se dévoiler. Chapitre 5. La lettre laissée dans sa boîte à couture. Ce fut le bruit du tiroir qui se coinçait, un horrible grincement de bois déformé par des années d'inutilisation qui attira l'attention de Miss Marple ce matin-là, tandis qu'elle explorait tranquillement le salon à l'étage, donnant sur le couloir est, celui que Lady Tremaine utilisait pour broder les après-midi pluvieux. La pluie était revenue avec une persistance sourde, tapotant les fenêtres comme des doigts nerveux, et la maison, accablée de trop, de silence, grinçait de souvenirs. Personne n'était entré dans le salon depuis des jours. Pas depuis que Lady Tremaine était tombée malade après l'annonce du testament contesté. Et pourtant, une légère odeur de lavande et de vieil amidon flottait encore dans l'air, préservée comme une fleur pressée dans un livre. La table à couture se dressait dans un coin, près de l'âtre, ses tiroirs hermétiquement fermés, son coussin d'un rose poudré. Miss Marple, les yeux légèrement plissés, tendit la main vers le tiroir du haut. Il résista. Elle essaya de nouveau, le balançant doucement d'un côté à l'autre, et finalement il céda avec un frisson. À l'intérieur, des fils, des bobines, un dé à coudre en argent, un paquet d'aiguilles délavées, et tout en bas, caché sous un mouchoir plié avec un seul bord effiloché, une enveloppe jaunie, légèrement froissée et scellée avec une tache de cire verte, inhabituelle et inattendue. Elle la sortit avec précaution, le cœur battant, malgré le calme de ses doigts. L'enveloppe ne portait aucun nom. Mais en la tenant à la lumière, elle distingua le contour flou de l'écriture à l'intérieur. Des lignes serrées, des traits fermes, manifestement écrits par une main féminine. Elle la retourna. Le sceau était déjà brisé. Il n'était adressé à personne, ni daté, ni signé. Mais le message qu'il contenait était clair. « Si jamais tu lis ça, c'est que je n'ai pas réussi à le détruire. Je n'ai jamais voulu qu'elle l'apprenne, ni Violette, ni le colonel, ni personne. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien de cette maison, pour le nom des Tremaine. Elle n'aurait jamais dû naître, mais je ne pouvais pas supporter de la renvoyer. Alors j'ai menti, et j'ai vu ce mensonge grandir en moi chaque jour. Clara a imploré son pardon avant de mourir, mais je n'ai pas pu le lui accorder. Je la vois dans les yeux de Violette, et cela me hante encore. » Miss Marple replia la lettre dans l'enveloppe avec une délicate précision. Elle avait été laissée, délibérément ou dans un moment de faiblesse, là où on pouvait la trouver. Ni jetée, ni brûlée. Cachée, certes, mais à portée de main. La boîte à couture, entre toutes, où seule une autre femme pouvait regarder, et une femme particulière, qui plus est. Les pensées de Miss Marple s'aiguisèrent. Qui s'était assis ici pour la dernière fois avec du fil et une aiguille? Qui avait porté ce fardeau assez longtemps pour savoir qu'il finirait par refaire surface? Elle quitta discrètement la pièce et descendit l'escalier juste au moment où l'horloge de parquet sonnait 11 heures. Dans le salon, le colonel Tremaine se tenait près de la fenêtre, observant la ruelle. Son expression était hagarde, la mâchoire serrée, son habituelle fanfaronnade remplacée par quelque chose de plus intérieur. Il ne se retourna pas à l'entrée de Miss Marple. « Je suppose que le testament est en cours d'examen à Londres, » murmura-t-il. « Carmichael est parti avec ce matin. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Mais la question n'est plus vraiment celle du testament, n'est-ce pas ?» Il se retourna, raide. « Que veux-tu dire ?»
Elle brandit l'enveloppe. Il y a quelque chose de plus terrible que la fraude judiciaire. Une vie construite sur l'enfouissement délibéré de la vérité. Cette lettre, laissée dans la boîte à couture de Lady Tremaine, raconte une histoire qui change tout. Le colonel le regarda comme s'il allait s'enflammer. « Vous devez comprendre », dit Miss Marple d'une voix douce. Violette n'a jamais su qui elle était. La fille de Clara. La nièce de Lavinia, certes, mais aussi sa honte. Cette dissimulation était cruelle. Mais le pire, c'est ce que suggère cette lettre. La mort de Clara n'a peut-être pas été naturelle. Un silence s'abattit sur la pièce, épais et tonitruant. Le colonel était lourdement assis dans son fauteuil, le visage blême. « Tu ne peux pas croire que Lavinia... » « Non, non, Lavinia n'était pas une meurtrière. Elle n'était peut-être pas intentionnelle, dit Miss Marple presque gentiment. Le désespoir peut mener les gens à des situations terribles. Et si Clara a appris quelque chose pour mettre fin à ses jours, peut-être. Lavinia n'a peut-être rien fait pour l'en empêcher. Il déglutit. On disait que Clara était morte de fièvre. Mais je me suis toujours posé la question. Il y avait une bouteille, vide. Quelque chose que Lavinia disait avoir jeté. Elle ne l'a pas jeté, dit Miss Marple. Elle l'a probablement caché, tout comme elle a caché cette lettre. Un coup frappé les interrompit. Harris, le valet de pied, se tenait sur le seuil, le visage crispé. « Excusez-moi, monsieur. Quelqu'un demande à parler à Miss Marple. Il dit que c'est urgent. » Miss Marple se leva. Dans le petit salon, elle trouva Elsie, la femme de chambre, se tordant les mains sur son tablier. La jeune fille semblait terrifiée. « Mademoiselle, » murmura-t-elle, « je ne savais pas quoi faire. Je crois que j'ai fait quelque chose de très mal. » Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. « Commence doucement, ma chère. » La voix d'Elsie tremblait. « C'était il y a 2 nuits, après la mort de M. Norton. Je nettoyais le hall d'entrée quand j'ai vu quelqu'un, Mademoiselle Violette, sortir de la bibliothèque. Elle ne m'a pas vu, mais elle tenait quelque chose, une lettre, bleu pâle. Elle semblait vieille. Elle l'a mise dans sa poche, puis est allée dans la chambre de Lady Tremaine. Elle est allée voir sa tante? Oui, mademoiselle. Mais elle était en colère. J'entendais sa voix, basse mais cinglante, accusatrice. Lady Tremaine ne dit rien. Puis, mademoiselle Violette partit. Et le lendemain matin, Lady Tremaine dit qu'elle était souffrante et qu'elle ne descendrait pas. Est-ce que quelqu'un d'autre est entré dans sa chambre après? Oui, monsieur Félix. Il est resté là-dedans longtemps. C'est cette nuit-là qu'il est mort. Miss Marple hocha lentement la tête. Merci, Elsie. C'était très courageux. Après le départ de la jeune fille, Miss Marple resta silencieuse, reconstituant les faits. Violette trouva une lettre de Clara, sa vraie mère. Elle confronta Lavinia. Le soir même, Félix, qui connaissait la vérité et s'en était peut-être servi pour les faire chanter, rendit visite à Lavinia. Le lendemain, on le retrouva mort dans une pièce fermée à clé. Quelqu'un voulait que son silence soit permanent. Et maintenant, cette autre lettre, cachée dans une boîte à couture, plus de culpabilité, plus de secret. Cet après-midi-là, Miss Marple demanda à Violette de l'accompagner dans le jardin. La pluie s'était arrêtée, laissant les haies ruisselantes et les allées de gravier glissantes. Les oiseaux chantaient mollement dans les haies. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « vous avez été très courageuse tout au long de cette épreuve. Mais je dois vous poser une question franche. Avez-vous trouvé quelque chose à la bibliothèque la semaine dernière? Une lettre peut-être » Violette hésita, le regard perdu dans ses pensées. « Oui, je n'ai pas compris au début. C'était de Clara. Je n'avais jamais vu son nom écrit auparavant. Qu'est-ce que ça disait? Qu'elle m'aimait, qu'elle avait essayé de revenir, mais Lady Tremaine ne l'a pas laissé faire. Et tu as confronté ta tante. » Violette détourna le regard. « Je voulais la vérité. Je n'ai pas crié, je lui ai juste demandé. Elle ne m'a même pas regardé. Et Félix, je le lui ai dit, je pensais qu'il pourrait m'aider. Mais il a dit que ça valait la peine. Il m'a dit que je devais lui donner les lettres, sinon il dirait tout au colonel. Il rendrait tout public. Je lui ai dit non. Je ne l'ai plus revu après ça. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Tu as bien fait, ma chère. » Mais Félix n'agissait pas seul. Quelqu'un d'autre risquait de tout perdre si la vérité éclatait.
quelqu'un qui avait tout autant à cacher. Ils marchèrent encore un moment en silence. Puis Miss Marple s'arrêta au bord de la roseraie. « Il y a autre chose que tu dois savoir. » Une deuxième lettre, dans la boîte à couture de Lady Tremaine. Elle a tout avoué, y compris sa culpabilité dans la mort de Clara. Violette retint son souffle. « C'est donc vrai. Tout. »« Oui, » dit Miss Marple. « Et cela signifie aussi que quelqu'un a très peur que vous en appreniez davantage. Quelqu'un qui a tenté de détourner les soupçons vers Amberton, qui a falsifié un testament, qui a peut-être tué Félix. » Les yeux de Violette s'écarquillèrent. « Qui ?» Miss Marple ne répondit pas. Pas encore. Ce soir-là, tandis que la maisonnée s'installait pour un dîner tendu, Miss Marple retourna discrètement à la salle de couture. Elle examina à nouveau la boîte. Sous la doublure de velours, juste sous la couture d'angle, ses doigts trouvèrent à ce qu'elle soupçonnait. Une seconde enveloppe, plus petite, plus ancienne, jaunie par le temps. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une note, pliée en 4, de la même écriture acérée que la première. À n'ouvrir qu'en cas de décès. Violette doit connaître la vérité. Elle est la fille de Clara. C'est ma dernière tentative de rédemption. C'était signé Lavinia Tremaine. Et sous son nom, une seconde main avait écrit avec une encre beaucoup plus foncée « Détruit en 1932 ». Mais il n'avait pas été détruit. Il avait été caché. Miss Marple fixa l'écriture. Elle lui était familière. Angulaire, légèrement penchée vers la droite. Pas celle de Lavinia. C'était Harris, le valet de pied. Il avait intercepté la lettre, il y a longtemps. Et je l'ai gardée. Les fils, enfin, se resserraient pour former un motif. Miss Marple éteignit la lampe, plia soigneusement le mot et se prépara à ce qui allait suivre. Demain, elle parlerait à Harris. Et au crépuscule, un autre secret, plus vieux et plus froid que tous ceux de la maison, allait enfin remonter à la surface. Chapitre 6. La servante qui ne voyait rien. Il était bien plus de minuit lorsque le silence de Gossington Hall fut brisé par un bruit de porcelaine brisée et un cri qui ne semblait provenir d'aucune personne en particulier, mais des murs même de la maison. L'orage était revenu en force, apportant des trombes d'eau qui s'abattaient sur les fenêtres et un vent qui hurlait comme un animal pris au piège. Miss Marple, bien que alitée depuis longtemps, n'avait pas fermé l'œil. Elle était restée parfaitement immobile sous l'édredon, à l'écoute. Elle écoutait le gémissement du vent sous les portes, le glissement du plancher au-delà de sa chambre, le bruit, à 2 reprises maintenant, de pas là où personne n'aurait dû marcher. Elle se leva en un instant, glissa son châle sur ses épaules et atteignit le couloir du 3e étage, au moment même où le colonel Tremaine arrivait de l'autre côté, sa robe de chambre nouée à la hâte, une lanterne à la main. La source du tumulte était l'escalier de service est, où Elsie, la plus jeune des 2 femmes de chambre, sanglotait près des débris d'une tasse de thé bleu et blanc sur le sol. Derrière elle, l'étroite fenêtre arrière était grande ouverte, les rideaux flottant au vent. La pluie avait soufflé sur le parquet en longues traînées diagonales. « Je n'ai rien vu » haleta Elsie en se tordant les mains. « Je jure que je n'ai rien vu. » Miss Marple s'approcha d'elle calmement, d'une voix douce et posée comme une cloche d'église. « Allons, allons, ma chère. Ne vous laissez pas effrayer avant de nous raconter ce qui s'est passé. Vous, apportiez du thé ?»« Non, mademoiselle, » gémit-elle. « Je montais au grenier avec du linge. J'ai entendu quelque chose derrière moi, comme une respiration. Je me suis retourné et j'ai vu rien, personne, juste la tasse de thé brisée à mes pieds. »« Mais d'où ça vient ?» aboya le colonel. « Il n'y a pas de plateau, pas de soucoupe. » Miss Marple s'accroupit et effleura les éclats du bout des doigts. « Ce motif me dit quelque chose. Il ne vient pas de l'aile des invités. Je crois qu'il s'agit du service à thé personnel de Lady Tremaine, celui qu'elle gardait sous clé dans le placard de son salon. » Le colonel fronça les sourcils. « Ce placard est fermé à clé depuis des années. »« Vraiment ?» murmura Miss Marple. « Ou l'avons-nous seulement supposé ?» La pluie avait commencé à diminuer au matin, même si la brume persistait, épaisse et tenace, accrochée aux fenêtres comme des souvenirs à moitié oubliés. Miss Marple retourna au salon et trouva le placard en question. Il était bel et bien fermé à clé, ou plutôt, semblait l'être. Mais lorsqu'elle inclina la poignée juste comme il faut
et poussa légèrement le bas, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, il ne restait que 7 tasses. Il en manquait une. Et l'intérieur du placard portait une légère trace d'humidité, comme si quelqu'un avec des gants humides y avait mis la main précipitamment. Quelqu'un avait pris la tasse, s'était glissé dans le couloir des domestiques et peut-être surpris par l'arrivée inattendue d'Elsie, l'avait laissé tomber dans sa fuite. Mais pourquoi? Miss Marple repensa à la lettre qu'elle avait trouvée la veille, celle cachée sous le velours de la boîte à couture de Lady Tremaine, la confession n'étant pas destinée à être lue. Quelqu'un savait qu'elle était là, quelqu'un qui la croyait découverte. Elle se dirigea vers l'arrière-cuisine et demanda à Harris, le valet de pied. Mais il était parti tôt ce matin-là, prétextant une course urgente au village. Il n'était pas revenu. C'était inhabituel en soi. Harris était ponctuel, sans imagination et ne déviait jamais. Mais c'était son écriture dont Miss Marple se souvenait. Cette écriture droite, nette et précise, qui correspondait parfaitement aux mots. Détruit en 1932, griffonné au bas de la confession cachée de Lavinia Tremaine. Harris avait vu la lettre, des années auparavant, et depuis il avait menti à ce sujet. De retour dans l'office, Miss Marple trouva Elsie, à qui on avait donné du lait chaud et une couverture, et qui était maintenant assise dans un calme fragile. Elle s'assit à côté d'elle, tout près d'elle sans s'imposer, et lui demanda doucement. « Elsie, je veux que tu sois très honnête avec moi. Tu as dit n'avoir rien vu, mais tu as entendu quelque chose, n'est-ce pas? Une voix ?» Elsie hésita, les yeux écarquillés. « Je ne voulais pas le dire, mademoiselle. Je pensais que personne ne me croirait. »« Je te crois. »« C'était une femme, murmura-t-elle. Je l'ai entendu dire quelque chose juste, avant que la tasse ne tombe. Je n'ai pas tout entendu, mais on aurait dit, ça n'aurait jamais dû être toi. Puis tout s'est tu. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et la voix, vous a-t-elle semblé familière ?» Elsie tremblait. « Comme Lady Tremaine, mais elle est partie. » « En effet, dit Miss Marple, mais la culpabilité ne disparaît pas avec le coupable, et les voix que nous entendons dans l'obscurité non plus. » Plus tard dans l'après-midi, tandis que le brouillard recouvrait les haies comme la laine qui s'effiloche, Miss Marple fit le tour du jardin, s'arrêtant près du corps de garde. C'est là qu'elle découvrit la trace des empreintes de bottes, à moitié lavées dans la boue, menant du portail extérieur à la vieille remise. La remise était abandonnée depuis longtemps. Elle craquait sous le poids du lierre, ses fenêtres noircies par la crasse. Elle poussa doucement la porte. À l'intérieur, parmi des outils cassés et des boîtes de graines rouillées, se tenait Harris. Son manteau était trempé. Ses bottes étaient couvertes de boue. Il se retourna au bruit de son approche, et son visage, d'habitude impassible, se tordit, presque paniqué. « Je savais que tu viendrais, » dit-il d'une voix rauque. « Je t'ai vu avec la lettre. »« Tu as écrit dessus, » dit Miss Marple à voix basse. « Tu as prétendu qu'il avait été détruit. » Il hocha la tête. « Lady Tremaine m'a forcé. Elle me l'a donné elle-même. Elle m'a dit de le brûler. Mais je n'ai pas pu. Je l'ai lu. Je savais ce que ça signifiait, ce qu'elle avait fait. Je ne savais pas quoi faire. Alors tu l'as gardé. Je pensais qu'un jour, ça aurait de l'importance, que quelqu'un en aurait besoin. Mais quand je t'ai vu le lire à la bibliothèque, je me suis dit que tu serais blâmé. »« Oui, » murmura-t-il, « ou pire que quelqu'un d'autre le serait. » Miss Marple l'observa attentivement. « Tu as laissé tomber la tasse de thé. »« Je ne voulais pas. J'allais cacher le reste de ces lettres, celles qu'elle avait gardées. Mais je n'étais pas seul. Quelqu'un d'autre était là. OMS ? Je ne sais pas. Mais elle portait des gants, et elle a laissé tomber quelque chose en courant. Il lui tendit un petit bouton rouge sang, en velours, légèrement écrasé. Miss Marple le prit avec douceur. C'est du manteau de Violette. Les yeux de Harris s'écarquillèrent. Non, elle ne... Non, acquiesça Miss Marple. Elle ne le ferait pas. Mais quelqu'un veut nous faire croire qu'elle l'a fait. Ce soir-là, Miss Marple retourna au salon où Violette était assise près du feu, le regard perdu dans les flammes. La jeune fille semblait avoir vieilli. Ses doigts tremblèrent légèrement, tandis qu'elle tenait un livre qu'elle ne lisait pas. « J'ai trouvé un de vos boutons, » dit doucement Miss Marple, « dans la remise. »
Les yeux de Violette s'écarquillèrent. « Je ne suis pas allé au hangar à rempotage depuis des mois. »« Je vous crois, » dit Miss Marple, « mais quelqu'un a utilisé votre manteau pour dissimuler des preuves. Un proche, quelqu'un qui voulait que vous cessiez de poser des questions. » L'expression de Violette vacilla. « Tu veux dire quelqu'un de la famille ?» Miss Marple ne dit rien. Le lendemain matin, Harris revint dans la salle, pâle et silencieux, mais disposé à répondre aux questions. Le colonel était furieux, mais contenu. Miss Marple resta calme pendant que Harris lui racontait tout. La lettre, la menace de Lady Tremaine, sa culpabilité, la quasi-découverte. Mais alors, qu'il terminait, quelque chose d'étrange se produisit. Elsie entra dans la pièce et, sans un mot, se dirigea droit vers Harris. De son tablier, elle sortit un deuxième objet, un ruban de velours rouge, assorti au bouton que Miss Marple avait trouvé. « Je l'ai trouvé dans la buanderie, » dit-elle doucement. « Fourré au fond du panier à repasser. Celui qui a utilisé le manteau de Mademoiselle Violette a essayé de cacher ce qu'il avait arraché. » Miss Marple tenait le ruban, ses doigts légers comme une plume sur sa surface usée. Il avait été coupé, proprement, précisément, avec de petits ciseaux pointus, ciseaux de couture, du placard du salon. Elle leva les yeux vers le colonel Tremaine, puis vers Violette, et enfin vers le feu qui brûlait bas dans la cheminée. Une femme avec des ciseaux de couture, une femme qui savait plier une lettre pour cacher son poids, et une femme qui un jour avait juré de protéger le nom Tremaine à tout prix. Elle retourna le bouton et trouva, légèrement enfoncé au dos, un monogramme en feuille d'or, LT. Il n'avait jamais appartenu à Violette. Lady Tremaine l'avait planté. Même dans la mort, elle continuait à protéger la maison de sa vérité. Et quelqu'un encore vivant, poursuivait son œuvre, avec des gants de velours et un silence glacial. Miss Marple regarda de nouveau vers la fenêtre. Le brouillard s'était à nouveau épaissi, attirant la maison vers l'intérieur. Demain, elle parlerait avec Madame Hartwell, et si elle avait raison, le prochain chapitre des mensonges de Gossington Hall ne se cacherait plus derrière la broderie et l'héritage, mais derrière le sang. Chapitre 7. Fils arraché d'une robe oubliée. L'air du grenier était lourd et immobile, chargé d'une odeur de naphtaline, de vieux papier et d'une légère trace d'eau de rose qui persistait comme un souvenir. Il était un peu plus de 4 heures de l'après-midi, et bien que la pluie dehors se fût réduite à un murmure, le ciel restait meurtri et sombre, projetant de longues ombres irrégulières sur les poutres et les malles inclinées. Miss Marple avançait lentement, prudemment, ses pas assourdis par la poussière et le temps. Harris avait mentionné une boîte, une vieille malle pendrie au fond du grenier, restée intacte depuis longtemps, dont le loquet était rouillé et récalcitrant. Lady Tremaine avait interdit aux domestiques de l'ouvrir, prétextant qu'elle appartenait à sa sœur Clara. Et c'est donc tout naturellement que Miss Marple en avait fait sa prochaine destination. Elle l'a trouvée sous une couverture écossaise rongée par les mites, le cuir craquant aux coutures, les initiales CT, à peine visibles sous une couche de crasse. Elle souleva le couvercle avec précaution. À l'intérieur, des chemisiers en dentelle jaunie par le temps, un petit écrin en velours contenant une unique perle d'oreille, plusieurs enveloppes délabrées adressées à Clara Tremaine dans une écriture fluide et féminine, et sous le tout, un paquet de tissus délicats enveloppé dans du papier de soie. Elle le déballa lentement. C'était une robe, satin bleu pâle. La couleur la frappa instantanément, la même qu'elle avait retrouvée sur les fils déchirés dans la poche de M. Amberton. Le même fil qu'elle avait repéré s'était coincé dans l'ourlet d'un mouchoir vierge, puis sous les lattes du parquet près de l'armoire à linge. Elle étendit la robe sur le couvercle de la malle. Elle était belle autrefois, mais maintenant délavée et cassante. Une robe du soir des années 1910, perlée à l'encolure, le corsage fin et délicat. Mais elle était déchirée. De longues déchirures irrégulières sur un côté, comme si elle avait été saisie violemment. Miss Marple se pencha. Plusieurs fils pendaient. Certains étaient effilochés. D'autres avaient été coupés. Et incrustés dans les plis près de la taille, à peine visibles, un seul point cousu à la hâte avec du fil rouge, contrasté avec le bleu pâle. Curieuse. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une petite loupe. Oui, ce n'était pas de la couture professionnelle. Le point était neuf. Il avait moins d'1 an. Et il était si délibérément dissimulé
qu'il ne pouvait s'agir que d'une dissimulation. Elle tira doucement sur le fil, une légère déchirure s'ouvrit dans la doublure, révélant une cavité entre le satin et la mousseline. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe, fragile par le temps, scellée mais sans adresse. Elle l'ouvrit d'une main prudente. À l'intérieur, une photographie et une page arrachée d'un journal. La photographie montrait deux femmes, Clara et Lavinia Tremaine, debout devant ce qui semblait être Gossington Hall. Clara tenait un bébé dans ses bras. Lavinia fixait non pas l'enfant, mais le lointain, l'air indéchiffrable. Au dos, dans la main de Clara, on pouvait lire « Violette, été 1915. C'est tout ce que j'ai. » La page déchirée du journal était écrite par une autre main, serrée et furieuse. Miss Marple la lut lentement, le souffle court. Elle m'a supplié de ne rien dire. Elle a dit que l'enfant était innocente. Mais ce n'est pas l'enfant qui compte. C'est le scandale, la honte. Je ne laisserai pas cette maison être ruinée. Je garderai la fille, mais elle ne le saura jamais. Si Clara insiste pour rester, elle ne me laissera pas le choix. Je parlerai au docteur Penrose d'une solution plus permanente. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Les implications étaient effrayantes. Lavinia Tremaine n'avait pas simplement fait taire sa sœur. Elle avait comploté pour mettre fin à sa vie. Elle se leva lentement et remit la robe à sa place, les documents soigneusement rangés dans son sac à main. Alors qu'elle se retournait pour partir, un bruit l'arrêta. Le plus léger craquement d'une planche de plancher. Elle se retourna brusquement. Une silhouette se tenait à la porte du grenier, sombre et frêle. « Mademoiselle Marple ?» C'était Violette. Sa voix était tendue par l'appréhension. « On m'avait dit que vous viendriez ici. Je devais vous parler. Entre, ma chérie. » Doucement. Violette entra, ses yeux scrutant la pièce. « Je me souviens de cet endroit, » murmura-t-elle. « Quand j'étais petite, tante Lavinia le fermait à clé. Mais un jour, j'ai suivi Elsie et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'ai alors vu la robe bleue. Je me suis dit qu'elle ressemblait à un conte de fées. » Miss Marple l'observa attentivement. « Vous souvenez-vous d'autre chose ?» Violette secoua la tête. « Seulement qu'elle ne m'a plus jamais laissé m'en approcher. Quand j'ai demandé à qui c'était, elle m'a tapé sur la main. Elle m'a dit que certaines portes devaient rester fermées. « Ta tante était experte pour verrouiller les portes, » dit doucement Miss Marple. « Mais le temps a le don de défaire chaque fil. » Violette était assise sur un tabouret bas à côté du tronc, les yeux fixés sur les grains de poussière dansant dans la lumière. « Elle m'a menti toute ma vie, » murmura-t-elle. « N'est-ce pas ?»« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Mais d'autres aussi. Comme qui ? Je soupçonne Madame Hartwell d'en savoir plus qu'elle ne l'a jamais admis. Elle était autrefois l'amie de Clara. Et Harris, il a caché des choses trop longtemps. Et Amberton. Il est venu révéler la vérité, mais il a sous-estimé jusqu'où certains seraient prêts à aller pour préserver le mensonge. » Violette leva les yeux, sa voix à peine audible. « Quelqu'un a tué Clara ?» ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « Que ce soit par acte ou par omission, je crois que Lady Tremaine a organisé la mort de sa sœur. » »« Et Félix ? » ?»« Il savait, il a fait chanter quelqu'un, mais il a choisi le mauvais secret à dévoiler. » Les mains de Violette étaient à maintenant serrées. « J'ai l'impression d'avoir vécu dans une maison hantée, » dit-elle, et chaque mur murmure. Miss Marple se leva et posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Les fantômes ne gagnent que si on les laisse se cacher, » dit-elle. « Viens, il faut qu'on parle à quelqu'un. » Ils retournèrent au salon où Madame Hartwell tricotait près du feu, les doigts fermes malgré la tempête qui régnait dans la maison. Miss Marple était assise en face d'elle, Violette à ses côtés. « J'ai trouvé la robe de Clara, » dit Miss Marple. « Les aiguilles ont gelé. Dedans, une lettre et une photo. » Le visage de Madame Hartwell pâlit. Elle regarda Violette, puis le feu. « Je ne savais pas qu'elle le cachait, » dit-elle doucement. « Je lui ai dit de ne pas l'écrire. » Mais elle l'a fait, parce qu'elle savait que personne d'autre ne protégerait son enfant. La voix de Madame Hartwell se brisa. « Je voulais te le dire, Violette. Mais Lavinia, elle détenait tout. L'argent, la maison. Si je disais un mot, elle me mettrait dehors. »« Et Harris ?» demanda Miss Marple. « Il a trouvé la lettre par hasard. Des années plus tard. Il me l'a apportée. Nous avons convenu que c'était trop dangereux. » Violette tremblait maintenant. Tout le monde le savait.
sauf moi. Je suis désolé, mon enfant, dit Madame Hartwell. Je pensais t'épargner de la douleur. Mais la douleur est venue quand même, dit Miss Marple, dans le silence, dans le mensonge, dans le meurtre. Madame Hartwell la regarda, les yeux brillants. Tu penses que tout cela va s'arrêter maintenant? Non, dit Miss Marple. Je crois que ça va commencer. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son bureau, la photo à côté d'elle, la lettre soigneusement pressée dans son carnet. Elle ouvrit son journal et écrivit une seule ligne, le fil, arraché à la robe de Clara correspond à la couleur trouvée dans la poche d'Amberton. Elle l'a souligné 2 fois. Quelqu'un avait emporté un morceau de cette robe avec lui la nuit où il est mort, et celui qui avait fait cela avait touché le cœur de ce mystère. La robe n'était plus seulement une relique, c'était une preuve. Et au matin, cela conduirait Miss Marple au tueur. Chapitre 8. Le murmure qui a atteint le presbytère. Le premier murmure vint avec le vent, tandis que la tempête s'abattait, sur Elmsworth aux petites heures du matin, serpentant à travers les cheminées et le long des avant-toits des maisons aux volets clos. Au presbytère, le révérend Miles venait d'éteindre sa lampe et de déposer ses notes de sermon à côté de l'exemplaire de Le Times lorsqu'il l'entendit, un souffle faible et feutré, porté par la brise qui glissait sous la porte de son bureau. Il se figea. Dehors, la pluie résonnait comme un léger battement de tambour. Le feu s'était depuis longtemps réduit à un soupir, orangé, et pourtant il savait, avec la certitude que seuls les prêtres possèdent au cœur de la nuit, que quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Le murmure résonna, plus clair cette fois, pas un son à proprement parler, mais l'évocation d'une voix, une voix de femme. 2 mots. Pardonne-lui. Il se redressa sur sa chaise, le pouls tremblant, incertain s'il s'agissait d'un rêve ou des séquelles de la tempête qui lui jouèrent des tours. Mais quelque chose le poussa en avant, le poussa à avancer sans bruit jusqu'à la porte et à l'ouvrir. Le couloir était silencieux, mais près du porte-manteau, quelque chose brillait sur le parquet sombre. Un bouton. Rouge profond. Velours. Familier. À l'aube, Miss Marple, à Gossington Hall, apprit que le vicaire avait quelque chose qu'elle devait voir. Elle arriva au presbytère juste au moment où la brume se levait des haies, son manteau boutonné jusqu'au col et l'air grave. Le révérend Miles, un homme mince et sérieux, la conduisit dans le bureau et plaça le bouton dans sa paume sans un mot. Elle le tourna doucement, ses doigts se déplaçant avec une délicatesse méticuleuse, puis fit un léger signe de tête. « Ce n'est pas le premier, dit-elle. On en a trouvé un autre dans le hangar à rempotage. Et tous 2 semblent correspondre à un manteau autrefois porté par Lady Tremaine. Un manteau qu'elle affirmait avoir été donné. » Le vicaire fronça les sourcils. « Mais que faisait-elle ici ?» Elle n'est jamais venue au presbytère. Pas depuis des années. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son esprit explorait déjà les possibilités. Il y avait quelque chose de théâtral dans la pose du bouton. Quelque chose de délibéré, une mise en scène, pas un lapsus. Elle observe le vicaire. « Tu as entendu quelque chose hier soir, dit-elle. » Il hésita. « Oui, je pensais que c'était le vent, ou peut-être un souvenir, mais on aurait dit une voix, celle d'une femme. Elle disait « Pardonne-lui ». Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Et vous êtes sûr que c'était dit à voix haute? Pas imaginé? Je ne sais pas. Je ne suis pas un homme fantaisiste, mais il y avait aussi une odeur, de la lavande. » Elle a persisté un moment. Lavande. La même odeur qu'elle avait décelée dans le salon de Lady Tremaine, dans les plis de la boîte à couture, dans la malle du grenier qui avait dissimulé la robe de Clara. Miss Marple se leva. « Vicaire, je crois que quelqu'un a essayé de vous effrayer, ou peut-être d'attirer votre attention. Et ils ont choisi cette méthode parce qu'ils savent que votre conscience est trop sensible pour ignorer un murmure dans l'obscurité. Tu penses que je suis manipulé? Je crois, dit prudemment Miss Marple, que quelqu'un est désespéré. Et le désespoir conduit à des choix curieux. Elle quitta le presbytère et traversa à nouveau le village, ses chaussures crissant sur le gravier mouillé. Le soleil tentait faiblement de percer les nuages, mais la lumière restait incertaine. Elle passa devant la boutique de Madame Hewitt et remarqua le rideau de dentelle bouger légèrement. Le village observait maintenant.
Gossington Hall était devenu une plaie, à vif et trop visible, et chacun sentait le sang sous la surface. Cet après-midi-là, elle demanda à Harris d'aller chercher les vieux registres de vêtements dans la réserve du manoir. C'était une intuition, rien de plus, mais les intuitions lui avaient souvent été utiles. Elle tourna les pages jusqu'à trouver l'entrée qu'elle cherchait. Lady Tremaine, manteau d'hiver en velours rouge, boutons monogrammés, commandés chez Ashtons de Londres. 3 d'entre eux ont été remplacés en janvier 1940. Elle fit un rapide comptage dans sa tête. Il y avait à l'origine 8 boutons. 5 d'entre eux sont restés sur le vêtement conservé dans l'armoire du grenier. 2 d'entre eux avaient maintenant fait surface. L'un d'eux n'a pas été retrouvé. Quelqu'un l'avait gardé. Elle demanda les reçus de blanchisserie de la maison et les compara aux taches du valet de pied. C'est là qu'elle découvrit l'incohérence. La nuit du meurtre d'Emberton, Harris avait prétendu se trouver dans l'aile des cuisines. Mais le journal de bord comportait ses initiales à côté d'une inscription « Manteau LT, réparation mineure, bouton manquant recousu ». Elle l'a convoqué. « Harris, dit-elle doucement, tu m'as menti une fois. Je n'aimerais pas croire que tu mens à nouveau. » Il resta immobile, pâle mais serein. « Je vous ai dit tout ce que je savais, mademoiselle. » « Vous m'avez dit tout ce que vous pensiez que j'avais besoin de savoir, corrigea-t-elle. Mais vous n'avez pas mentionné que le manteau de Lady Tremaine avait été réparé la nuit de la mort d'Emberton. Vous n'avez pas non plus expliqué pourquoi les boutons réapparaissent maintenant dans des recoins étranges du domaine. » Il hésita. Elle m'a demandé de ne rien dire. « Elle est morte, Harris. Mais ses souhaits étaient toujours respectés. » Miss Marple s'approcha. « Plus maintenant. Maintenant, ces secrets tuent des gens. » Il hésita, puis baissa les yeux. « J'ai trouvé une boîte dans son salon, après sa mort. Elle contenait une petite enveloppe adressée au vicaire. Mais elle était vierge. À l'intérieur, il n'y avait qu'un mot. Pardonne-lui. Je ne savais pas quoi faire. Tu l'as apportée au presbytère. J'ai pensé que ça l'aiderait peut-être à comprendre ce qu'elle voulait dire, qu'elle n'était pas que cruauté, qu'elle regrettait, peut-être ce qu'elle avait fait à Clara. » La voix de Miss Marple était douce. « Tu crois qu'elle a regretté son meurtre ?»« Elle n'a jamais dit ce mot. Mais elle ne l'a pas nié non plus. » Il détourna le regard. Miss Marple soupira. « Tu as protégé un fantôme, Harris. Mais le danger n'est pas derrière nous. Il est présent. Quelqu'un d'autre maintient ce jeu en vie. » Ce soir-là, assise dans sa chambre, Miss Marple déplia à nouveau la page de la boîte à couture et compara l'écriture à un mot qu'elle avait reçu de Lady Tremaine des années auparavant. Une invitation à un déjeuner dans un jardin. L'orientation était similaire, mais pas identique. Elle a examiné le F dans ce pardonné. Il s'enroulait vers la gauche de la même manière qu'elle l'avait vu sur un autre objet de la maison. La liste des réparations de linge dans les quartiers d'Elsie. Miss Marple se leva. Elsie, c'était elle qui avait trouvé le mouchoir vierge en premier. Elle avait aperçu Violette près de la bibliothèque. Elle avait pleuré dans le couloir après que la tasse de thé se soit brisée, mais Miss Marple se souvenait maintenant que ses yeux étaient secs. Elle trouva Elsie dans le couloir des domestiques, en train de plier des serviettes avec trop de précision. « Elsie, dit-elle doucement, je me demandais si tu pouvais m'accompagner jusqu'à la guérite. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » La fille hésita, les yeux tournés vers la gauche, mais hocha la tête. Dans le crépuscule froid, Miss Marple la conduisit lentement vers le sentier extérieur. Les arbres murmuraient au gré des derniers souffles du vent. Au loin, la cloche de l'église sonnait la demi-heure. « J'ai toujours admiré votre discrétion, » dit Miss Marple. « On oublie souvent les personnes discrètes. » Elsie ne dit rien. Mais le silence n'est pas synonyme d'innocence. Ils atteignirent la guérite et Miss Marple se retourna. « Tu as planté les boutons ?» La fille baissa les yeux. « Non. Tu as planté le premier, puis un autre. Tu as laissé le murmure au vicaire. Je ne voulais effrayer personne. Mais tu l'as fait. Tu voulais que l'histoire continue, parce que tu en étais partie prenante depuis le début. » Elsie leva les yeux, et ses yeux, grands et jeunes, ne contenaient plus aucun déni. « Elle m'a promis de l'argent, » murmura-t-elle. « Lady Tremaine, si je me taisais. » Elle avait peur de Violette, peur qu'elle trouve la robe, les lettres. Et Amberton, je ne l'ai pas tué, mais je l'ai vu cette nuit-là. Lady Tremaine,
entrait dans la lingerie, quelque chose à la main. Miss Marple était immobile. Qu'est-ce qu'elle portait? Un mouchoir, bleu pâle, doublé de satin. De la robe? Oui, Miss Marple expira. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur qu'elle m'ait inscrite dans son testament, que si je disais quoi que ce soit, on me le retirerait. Mais elle ne t'a rien laissé, n'est-ce pas? Elsie secoua la tête. Et maintenant tu as peur d'être blâmée. Elle hocha la tête. Miss Marple lui prit la main. Tu dois tout dire à la police. Mais ne t'inquiète pas, ma chère, tu n'es pas la seule à avoir menti. Ils retournèrent à la maison en silence. Cette nuit-là, Miss Marple était assise à son bureau, une seule lampe allumée à côté d'elle, et écrivit la dernière note de la journée. Ce murmure n'était pas celui de Lady Tremaine, c'était celui d'Elsie. Ce fil les relie tous. Elle a fermé le cahier. Demain, elle parlerait à Violette, et le piège final serait tendu. Chapitre 9. Le poison destiné à quelqu'un d'autre. La pluie revint en force le soir de la livraison du plateau de thé. Le vent soufflait dans les fissures de Gossington Hall avec une malice presque intelligente, faisant trembler les fenêtres et agiter les rideaux comme si la maison elle-même cherchait à les avertir. Il était un peu plus de 10 heures, et le silence commençait à s'installer dans le salon. Celui qui survient après trop de mensonges et trop de silence, trop longtemps, restait sans réponse. Miss Marple était assise tranquillement près du feu, tricotant sur ses genoux, les yeux non pas fixés sur les mailles, mais sur le chariot à thé que Harris apportait avec sa précision mécanique habituelle. Un deuxième plateau suivait de peu, porté par Elsie, cette fois réservé à Violette Archdale, restée à la bibliothèque, souffrant d'un mal de tête, refusant toute compagnie pour le 3e soir consécutif. Le colonel Tremaine accepta sa tasse avec un grognement. Le vicaire, à voix basse, déclina. Madame Hartwell prit la sienne avec du citron, comme toujours. Miss Marple, exceptionnellement, s'abstint. « Je trouve que je dors plus profondément sans stimulation, » murmura-t-elle. « Même la plus petite touche de caféine me fait de l'effet ces jours-ci. C'est étrange, n'est-ce pas, comme l'âge réorganise nos seuils de tolérance ?» Tandis que les autres sirotèrent poliment, elle regarda Harris retourner dans le couloir. Mais son attention ne se porta pas sur l'homme lui-même, mais sur le plateau qu'il avait poussé. Une tasse de thé n'avait pas été versée. Elle restait posée sur une soucoupe dont le bord était légèrement ébréché. Elle n'était destinée à aucun des invités présents. Quelques instants plus tard, un bruit retentit dans le couloir. Un fracas sec, puis un cri perçant. Miss Marple était debout avant même que le second cri ne puisse suivre. Lorsqu'elle atteignit la bibliothèque, la porte était déjà ouverte et Violette était à genoux, tremblante, sa tasse de thé brisée à côté d'elle sur le tapis. Ses lèvres étaient pâles. Sa respiration était haletante. « Je n'ai bu qu'une gorgée, » murmura-t-elle. C'était amer, pas bon. Harris apparut dans l'embrasure de la porte, blanc comme la serviette qu'il tenait à la main. « Moi, mademoiselle Violette, dois-je aller chercher le médecin ?»« Oui, » dit sèchement Miss Marple en s'agenouillant à côté de la jeune fille. « Allez-y, vite. Dites au docteur, Willoughby, que c'est urgent. » Elle se tourna vers Violette et lui prit doucement le pouls. « N'essaie pas de parler, ce n'était peut-être pas la dose complète. Tout ira bien. Respire. » Les autres se rassemblèrent quelques instants plus tard, alarmés, confus. Le colonel exigea des explications. Madame Hartwell semblait défaillante. Mais mademoiselle Marple resta impassible, son regard passant de la tasse de thé cassée au liquide renversé sur le tapis, d'où commençait à s'échapper une légère trace d'amande, américaine indéniable. « Du cyanure, dit-elle doucement, ou quelque chose de très similaire. » Le mot semblait aspirer tout l'air de la pièce. Le médecin arriva dans les 15 minutes et, grâce à un traitement rapide mais prudent, confirma que Violette n'avait ingéré qu'une petite quantité, suffisamment pour la rendre malade, mais pas mortelle. Elle guérirait. Mais l'implication était inévitable. Quelqu'un avait essayé. À minuit, la méfiance régnait dans la maison. Harris jura avoir servi le thé lui-même, dans la même théière que tout le monde. Elsie affirma n'avoir apporté que le plateau comme indiqué. La théière elle-même, à moitié vide, fut examinée et une seconde tasse fut testée. Aucune amertume, aucune odeur. Le poison n'était pas dans la théière, c'était dans la tasse. Miss Marple demanda à revoir la vaisselle.
Harris apporta le plateau au salon, disposant chaque tasse avec soin. 7 tasses, une ébréchée. La tasse ébréchée avait été placée sur le plateau de Violette. « Je l'ai remarqué tout à l'heure, » dit Miss Marple. « Quand on l'a amenée, on ne l'avait pas encore versée, mais quelqu'un l'avait destinée à Violette. »« Mais comment aurait-il pu savoir quelle tasse elle prendrait ?» demanda le colonel. « Ils ne l'ont pas fait, » dit Miss Marple. « Ils ont fait en sorte qu'elle n'ait qu'une seule option. » Elle prit la soucoupe ébréchée et la tint délicatement. Celle-ci était réservée. Aucune autre tasse n'était versée sur le plateau de la bibliothèque. Pas de sucre, pas de citron, juste ça. « Alors c'était pour elle » murmura Madame Hartwell. Miss Marple secoua la tête. « Non, je ne crois pas. » La pièce devint silencieuse. « C'était fait pour moi » a-t-elle poursuivi. Le colonel cligna des yeux. « Pour toi ? Je prends souvent le thé à la bibliothèque à cette heure-ci. Seul. C'est une habitude. Une habitude qui n'avait pas changé, jusqu'à récemment. Ce soir, j'ai décliné. Mais sinon, Harris m'aurait apporté ceci. » Elle posa la tasse. « Celui qui a préparé ça croyait que je serais la seule à la boire. » Madame Hartwell haleta doucement. « Alors, Violette, je suis devenue une victime involontaire. » Miss Marple se leva et marcha lentement vers la fenêtre, sa silhouette se dessinant dans le pâle scintillement de l'éclair. Quelqu'un est désespéré. Il voit que le schéma se défait, que la vérité est proche, et maintenant, il essaie de couper le fil avant qu'il ne l'atteigne. Elle se retourna, les yeux brillants. « Mais ils ont commis une erreur, et j'ai l'intention de leur montrer laquelle. » Le lendemain matin, Violette restait pâle mais alerte dans sa chambre, se reposant sous un châle tricoté. Miss Marple était assise à côté d'elle, versant du bouillon dans un bol. « Ma chère, » dit-elle doucement, « je veux que tu réfléchisses bien. Quand Elsie t'a apporté le thé, a-t-elle dit quelque chose d'inhabituel ?» Violette réfléchit un instant. « Je devais être fatiguée. J'étais pâle. »« Est-ce qu'elle a versé le thé devant toi ?»« Non, on l'avait déjà coulé. Je pensais que c'était en bas. » Miss Marple hocha la tête. « Merci, ma chérie. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, où Elsie frottait la vaisselle avec un visage rouge et des mains anxieuses. « Matinée chargée, » dit Miss Marple d'un ton léger. Elsie se raidit. « Oui, mademoiselle. »« C'est terrible, ce qui est arrivé à mademoiselle Violette. »« C'est vrai, » dit Miss Marple. « Vous avez bien de la chance que ce ne soit pas vous. » Elsie cligna des yeux. « Moi ? Tu portais le plateau. Si la tasse s'était renversée, ou si tu avais bu une gorgée, qui sait ?» La fille déglutit. « Le poison est une chose délicate, » poursuivit Miss Marple. « Mais le désespoir est pire. Je me demande, quand as-tu réalisé que tu n'étais pas censé le boire ?» Elsie leva les yeux, paniquée. La voix de Miss Marple baissa, froide et précise. « On t'a dit de déposer la tasse à la bibliothèque. Pour moi. Mais Violette t'a surprise. Elle a demandé du thé. Tu as paniqué. Tu n'as pas pu t'en servir d'autre. Il n'y avait que la tasse ébréchée. Je n'ai pas... Mais tu l'as fait. Tu ne voulais pas lui faire de mal. Mais tu l'as fait. Et maintenant tu essaies de le cacher. » Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. « Il a dit que ce serait rapide, » murmura-t-elle. « Il a dit que personne ne le saurait. »« OMS ?» Mais elle secoua la tête. « Je ne peux pas. Il a dit que si je parlais... » Miss Marple s'avança. « Tu dois le faire. Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Il a déjà tué un homme. Il a essayé de me tuer. Il a failli tuer Violette. Si tu le protèges, tu seras aussi coupable que lui. » La voix d'Elsie se réduisit à un murmure. « Harris !» Le nom tomba dans le silence comme une pierre. Miss Marple hocha lentement la tête. « Il vous a donné la fiole. » Elsie hocha la tête. « Il a dit que Miss Marple était dangereuse. Qu'elle détruirait tout. » La bouche de Miss Marple se serra. « Mais je pense que c'est lui qui a le plus à cacher. » Plus tard dans la journée, Harris fut retrouvé près de la gare, valise pleine. Il n'opposa aucune résistance, se contentant de garder le silence. Dans sa chambre, dissimulée sous le plancher, se trouvait la dernière preuve. Une mèche de satin bleu pâle, le dernier fil arraché de la robe de Clara Tremaine. Et à l'intérieur, enveloppé avec soin, presque avec révérence, se trouvait un médaillon en argent. À l'intérieur, un portrait miniature. Claire et un enfant. Pas Violette, un garçon.
Les mains de Miss Marple tremblaient légèrement tandis qu'elle le fixait. Clara a eu 2 enfants, mais un seul avait été réclamé. Demain, elle découvrirait où l'autre était allé, et qui avait tué pour le faire oublier. Chapitre 10. Le point qui ne correspondait pas. La matinée commença sous la pluie, comme chaque jour depuis la découverte du corps de Josiah Emberton, plié sous le linge. Gossington Hall gisait sous le ciel gris, tel un édifice coupable, sa façade de pierre, noircie par les intempéries et le temps. Miss Marple se tenait au bord de la terrasse du jardin, ses gants soigneusement boutonnés, les yeux rivés sur le labyrinthe de haies, comme si la brume qui s'enroulait le long des buis emportait avec elle les derniers secrets de la maison. Dans sa main, elle tenait un seul objet, un mouchoir dont le coin avait été défait pour révéler la couture. Elle l'avait sorti du grenier 2 nuits plus tôt, plié dans une robe de dentelle d'enfant. Il était censé être invisible, inoffensif, mais caché sous l'ourlet, dissimulé dans une couture censée sceller le tissu à jamais. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus troublant, un fil cousu non par habitude, mais par précipitation. Miss Marple avait passé la majeure partie de la soirée à le comparer à ses échantillons de couture. Elle s'était toujours vantée de connaître ce genre de choses. Les femmes de sa génération avaient appris le langage du fil avant même d'apprendre le français. Point de satin, point d'échelle, point de croix, point de chaînette, point de chevron. Mais celui-ci se démarquait. L'ourlet n'avait été raccommodé ni par Lady Tremaine, ni par Clara Tremaine, ni même par Violette. C'était l'œuvre d'un homme à la main, grossière, émoussée, mais cherchant désespérément à imiter la précision d'un travail féminin. Et c'est là que réside l'énigme. La robe avait été intentionnellement cachée. Les points de suture en disaient long. Miss Marple se retourna vers la maison où Harris avait été emmené dans une honte silencieuse. Il n'avait plus prononcé un mot depuis la découverte du médaillon enveloppé dans la robe de Clara. Mais le médaillon lui-même avait murmuré plus qu'il n'aurait jamais pu le faire. Un ovale en argent, patiné par le temps, portant à l'intérieur une minuscule image peinte de Clara et d'un garçon, son fils, un enfant dont personne n'avait parlé, un enfant dont l'existence avait été complètement effacée de l'histoire de Tremaine. Pas Violette. Un garçon, quelqu'un que Clara avait porté avant, ou peut-être après, celui que la famille avait laissé exister. La révélation laissa un vide, et Miss Marple, qui connaissait le poids des absences mieux que quiconque, suivit le silence qu'elle laissait derrière elle comme un chien sur une piste. Cet après-midi-là, elle demanda à revoir les quartiers des domestiques, plus précisément la buanderie. Elle remonta la piste des vêtements raccommodés et des boutons cassés qui s'étaient frayé un chemin à travers le mystère comme un fil dans une tapisserie. Elle examina les étiquettes des vêtements, les uniformes de rechange, le vieux gilet du valet de pied laissé suspendu près de la chaudière. Et là, dans le panier de réparation mis de côté pour être jeté, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un morceau de velours rouge déchiré, effiloché sur un côté, mais dont un coin avait été cousu, maladroitement, avec la même tension brutale que la couture de la robe. Ce n'est pas un point de femme, celui d'un homme. Quelqu'un avait tenté de réparer quelque chose qui ne lui appartenait pas, et ce n'était pas la première fois. Elle retourna au salon où Madame Hartwell lisait le journal, les lèvres pincées. Miss Marple la regarda un instant, puis dit doucement « Vous saviez que Clara avait un fils. » Madame Hartwell ne leva pas les yeux. Il y avait des rumeurs. Elle avait quitté le village pendant plus d'1 an. À son retour, elle avait Violette. C'est ce que Lavinia a raconté à tout le monde. Mais il y avait un autre enfant. Il n'a pas grandi ici. Il n'a même pas été nommé. Lavinia l'a renvoyé. Elle a dit qu'elle ferait en sorte que la situation soit corrigée. Et tu n'as rien dit ? Madame Hartwell ferma le journal d'un claquement de doigts. Je n'avais aucun pouvoir à l'époque, Miss Marple. Vous ne comprenez pas. Lavinia avait de l'argent. Un statut. Je n'étais qu'une invitée sur ces terres. Mais tu as vu l'enfant ? Non, murmura-t-elle. Juste une photo. Clara me l'a montré. Un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux comme les siens. Elle pleurait en parlant de lui. Elle disait qu'elle avait dû l'abandonner pour protéger Violette. Elle disait que Lavinia ne lui laissait pas le choix. Et où est-il maintenant ? Je n'ai jamais connu son nom. Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. Je crois que oui.
Ou plutôt, je crois que vous savez qui il est devenu. Les mains de Madame Hartwell tremblaient. Tu crois qu'il est revenu? Je pense qu'il n'est jamais parti. Ce soir-là, tandis que les autres étaient assis dans le salon, essayant de faire comme si la maison était encore intacte, Miss Marple prit Violette à part et la conduisit au grenier. Elle ne lui avait pas encore montré la robe. Doucement, elle la déplia. « Ceci appartenait à ta mère, dit-elle. Clara. » Violette toucha le tissu avec révérence. « C'est magnifique. » Miss Marple hocha la tête. Et sous l'ourlet, une couture cachée. Ni la sienne, ni celle de Lavinia. La main d'un homme. Quelqu'un a essayé de sceller cette robe pour enterrer le souvenir de Clara. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à la détruire. Violette leva les yeux, la confusion cédant la place à la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, dit doucement Miss Marple, que quelqu'un connaissait la vérité. Pas par ouï-dire, par expérience. Une personne qui avait déjà vu la robe. Une personne qui a essayé de la cacher. Et je crois que cette personne est toujours là. La voix de Violette tremblait. Qui? La personne qui a aidé Lavinia à dissimuler la mort de Clara. Celle qui a conservé les lettres. Celle qui a placé le médaillon dans le plancher, non pas pour le soustraire à la découverte, mais pour le préserver. Tu veux dire Harris? Non, répondit Miss Marple. Harris était impliqué, oui. Mais il obéissait aux ordres. Il n'a pas cousu la robe. Le souffle de Violette se coupa. La voix de Mademoiselle Marple baissa. J'ai besoin que vous alliez au presbytère demain. Demandez au révérend Miles de récupérer le registre paroissial de 1916. Cherchez un garçon. Un baptême qui n'a jamais été inscrit au registre principal. Vérifiez les noms des sages-femmes. L'une d'elles travaillait ici avant de mourir. Demandez au révérend qui a signé la liste des parrains et marraines. C'est le nom qu'il nous faut. Violette hocha la tête, pâle mais déterminée. Miss Marple la regarda partir, puis se retourna vers la robe. Elle passa une fois de plus ses doigts le long de l'ourlet et découvrit une seconde irrégularité. Une petite tache en bas à droite, là où la couture tirait légèrement. Elle sortit son nécessaire à couture et dégrafa les points un par un. À l'intérieur, une autre photographie. Un homme, yeux foncés, mâchoire carrée, et au dos, un seul nom écrit dans la main de Clara. Édouard. Miss Marple perdit son souffle. Ce n'était pas un nom qu'elle avait entendu depuis des années. Pas parmi les Tremaine, pas parmi les invités. Mais Édouard était là. Il a toujours été là. Elle prit la photo et la compara à celle du personnel de maison prise au printemps dernier, encadrée modestement dans le hall des domestiques. Il était là. Un homme à l'extrême droite, les mains dans les poches. Edward Pritchard. Le jardinier. Silencieux, solitaire, toujours en arrière-plan. Jamais remis en question. Il avait cousu la robe. Il avait regardé Violette grandir depuis les haies. Et il avait tué pour protéger le secret de sa mère. Le lendemain matin, elle se leva tôt, bien avant que le personnel ne reprenne son rythme habituel. Elle se dirigea vers l'abri de jardin où Édouard rangeait ses outils. La porte n'était pas verrouillée. La bêche avait disparu. Un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Miss Marple entra. Sur le mur épinglé avec un clou rouillé se trouvait une page du journal de Clara, déchirée, jaunie. Il ne me connaîtra jamais. Mais je l'ai vu. Il a ses yeux. J'espère qu'il me pardonnera un jour. Miss Marple se retourna. Et j'ai trouvé Édouard debout dans l'embrasure de la porte. Demain, elle ferait face à la vérité. Et lui aussi. Chapitre 11. La couturière qui ne parla plus jamais. Le bruit de la pluie sur les toits d'ardoise revint comme une mélodie oubliée, tapant un rythme contre les avant-toits de Gossington Hall, tandis que l'aube s'installait sur les collines, projetant une lumière froide et tamisée à travers le brouillard. Miss Marple se tenait à l'orée de la roseraie, son manteau serré sur elle, observant les agents de la police traverser lentement la pelouse, leurs bottes s'enfonçant légèrement dans la terre ameublie. Dans le hangar à rempotage derrière les serres, Edward Pritchard était assis, immobile, sur une brouette renversée, les mains jointes, le regard creux, marqué par une vie entre chagrin et silence. Il n'avait pas couru lorsqu'elle l'avait trouvé. Il avait simplement dit « Tu le savais, n'est-ce pas ?» et hoché la tête, comme s'il attendait depuis des années que quelqu'un prononce son nom à voix haute et de la bonne manière. Il n'avait pas avoué, pas complètement,
Mais il ne l'avait pas nié non plus. Qu'il était le fils de Clara Tremaine, né en secret et caché. Qu'il était resté près de la maison depuis. Qu'il avait travaillé le jardin, taillé les haies, soigné les fleurs, toujours hors de portée, toujours invisible. Il était devenu le fantôme d'un enfant que Gossington Hall essayait d'oublier. Mais Edward n'était pas le seul secret qui se cachait encore dans l'ombre de la maison. À 10h30, le téléphone du village sonna 3 fois de suite au bureau de poste avant que l'opératrice ne mette en relation le révérend Miles avec mademoiselle Marple au manoir. La voix du pasteur était tendue, à peine contenue. « C'est le nom que vous avez demandé, » dit-il. « Le baptême de 1916. La marraine était Agnès Cotterill. La sage-femme et aussi... » Miss Marple perdit son souffle. « Également couturière de la famille Tremaine. Elle a vécu dans la maison du jardinier jusqu'à sa mort. J'ai bien peur qu'il y ait plus. Continue. Elle est décédée hier soir. Madame Hartwell l'a trouvée juste après le petit déjeuner. Elle était malade depuis plusieurs jours. Personne ne lui avait parlé depuis mardi. » Miss Marple saisit le récepteur. « Pas de mots? Rien ?» Agnès Cotterill était la dernière personne vivante à se souvenir de la naissance de l'enfant de Clara dans cette maison. Elle avait cousu elle-même la robe de baptême, tissé les initiales dans l'ourlet et murmuré le nom qui n'avait jamais été inscrit dans un document public. Elle était restée silencieuse pendant près de 50 ans, jusqu'à aujourd'hui. Miss Marple arriva au cottage peu après midi. L'agent de police posté à la porte la laissa entrer sans poser de questions. À l'intérieur, une odeur de lavande et de naphtaline flottait. Les pièces étaient immobiles, figées dans une sorte de décomposition délicate. Des fleurs séchées s'effondraient dans leur vase. Une Bible était ouverte sur la table de chevet. Miss Marple se déplaçait silencieusement, respectueusement, s'imprégnant des détails qui si souvent racontaient une histoire que personne d'autre ne pouvait voir. Elle entra dans l'atelier de couture. Les rideaux étaient tirés, mais pas fermés. Sur la petite table près de la fenêtre se trouvait un morceau de satin bleu soigneusement plié, de la même teinte que la robe de Clara. À côté, un dé à coudre et une aiguille encore enfilée de soie pâle. Miss Marple le prit et le retourna avec un « précaution ». Le fil avait été enroulé 3 fois, une vieille habitude des couturières gauchères, essayant de compenser les ciseaux des droitiers. Agnès avait fait cela toute sa vie. Mais ce qui coupa le souffle à Miss Marple, ce fut l'objet caché sous le satin. Une lettre glissée sous une paire de ciseaux de couture. L'adresse était écrite d'une écriture arachnéenne, pour Jane Marple, si jamais elle venait. Miss Marple déplia lentement la page, ses doigts tremblants, non pas à cause du froid, mais à cause du poids de ce qu'elle s'apprêtait à lire. « Mademoiselle Marple, si vous avez trouvé cela, alors la vérité se rapproche déjà, et je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est ceci. J'étais là la nuit où Clara est morte. Elle a supplié Lady Tremaine de ne pas renvoyer l'enfant. Elle a dit que cela la détruirait. Mais Lavinia n'a rien voulu entendre. Elle a demandé à Harris de m'emmener à l'étage pour la calmer. Clara était hystérique. Elle avait découvert que Lavinia avait l'intention de dire au colonel que l'enfant n'était pas de lui. Elle craignait qu'il ne lui enlève complètement le garçon. Clara a dit qu'elle s'enfuirait, qu'elle prendrait les 2 enfants, qu'elle avait écrit à un avocat, qu'elle avait une lettre prouvant les menaces de Lavinia. Cette lettre disparut, et Clara fut retrouvée le lendemain matin dans son lit, pâle et transie de froid. On parlait de laudanum, mais je savais que ce n'était pas le cas. Sa bouteille, elle était pleine. Harris avait vidé la mauvaise. Lady Tremaine m'a fait promettre le silence. Elle m'a payé, mais je n'ai jamais oublié. Le garçon est resté 2 ans dans le cottage avec moi. Puis Lavinia a fait en sorte qu'il disparaisse. Mais il est revenu, et il est resté. Il a ses yeux. Ne laissez pas la maison lui prendre davantage. Agnès Cotterill. Miss Marple plia la lettre et la glissa dans son sac à main, le visage indéchiffrable. Puis elle resta un long moment devant la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Agnès n'avait plus jamais parlé, mais elle avait cousu sa confession en points de suture, en lettres laissées à la recherche, dans le satin qu'elle refusait de détruire. Et maintenant, la vérité ne pouvait plus être dissimulée. De retour à Gossington Hall, Miss Marple était assise dans le salon avec Violette, qui paraissait plus mince et plus âgée qu'1 semaine auparavant. Le feu crépitait, mais aucune d'elles ne cherchait à s'y réchauffer. « Je l'ai vu, dit soudain Violette. Edward. Enfin, je l'ai
Vu toute ma vie, le jardinier. Je n'aurais jamais cru. C'est ton demi-frère, dit doucement Miss Marple. Il a été envoyé au loin pour éviter le scandale familial. Mais il est revenu, pas pour se venger, simplement pour être près de toi. Il les a tués, n'est-ce pas? Non, répondit Miss Marple. Pas tous. Violette se tourna vers elle, surprise. Il a tué Amberton. J'en suis presque certain. Amberton représentait une menace. Il avait les lettres. Il comptait vendre l'histoire. Édouard ne supportait pas de voir la mémoire de Clara altérée. Mais les autres, Félix, le poison, même le faux testament, ce n'était pas son œuvre. Alors qui? Miss Marple prit la lettre des mains d'Agnès et la tendit à Violette. La jeune fille la lut lentement, les mains tremblantes. Lorsqu'elle eut terminé, elle la posa et contempla le feu un long moment. C'était Lavinia, dit-elle. Tout. Oui, répondit Miss Marple, mais elle n'a pas agi seule. Violette leva les yeux. Alors, qui l'a aidée? Miss Marple hésita. Voilà, ma chère, ce que je compte découvrir demain. Il reste un nom, un fil effiloché et inachevé, et je crois savoir exactement où tirer. Cette nuit-là, alors que l'orage se rapprochait au-dessus du village, Miss Marple se retira dans sa chambre et plaça le carré de satin du cottage d'Agnès près de l'ourlet de la robe de Clara. À la loupe, la tension des points était identique, mais pas leur direction. Agnès était gauchère, mais quelqu'un d'autre avait essayé d'imiter sa main, des années plus tard. Le fil était différent, plus fin, plus lisse. Quelqu'un avait rouvert la couture. Quelqu'un qui avait cherché la robe longtemps après la mort de Clara. Quelqu'un cherche la lettre manquante, la lettre qui pourrait encore tout détruire. Elle prit son carnet et l'ouvrit à la dernière page. D'une main ferme, elle écrivit 4 mots. Elle ne cousait jamais seule. L'orage a éclaté avec un éclair. Et quelque part dans la maison, un tiroir s'est fermé doucement. Demain, Miss Marple parlerait une dernière fois à Madame Hartwell. Chapitre 12. La confession cousue de satin. Il était un peu plus de 5 heures du matin lorsque Miss Marple entra discrètement dans le salon de Gossington Hall. La pluie avait recommencé, non pas en torrent violent, mais avec le murmure lent et persistant d'une faim. L'air était lourd d'humidité et imprégné d'une odeur de fumée de charbon. La cheminée s'était réduite en cendres, baignant la pièce d'une lueur, sourde, couleur de braise, comme la dernière lueur d'un secret avant la tombée de la nuit. Sur la table près de la fenêtre, exactement là où elle avait été laissée, se trouvait la photographie de Clara Tremaine, tenant dans ses bras la petite fille autrefois connue simplement sous le nom de Violette. À côté, maintenant légèrement saupoudré de cendres de l'âtre, reposait le médaillon en argent retrouvé sous le parquet du jardinier. Mais le plus important était l'échantillon de tissu plié entre eux, du satin bleu pâle, autrefois parti d'une robe de baptême, soigneusement cousu à la main avec des initiales depuis longtemps défait. Il avait fallu des semaines de délicates piqûres et d'observations pour reconstituer le motif de la tromperie. Maintenant, enfin, les points étaient là, prêts à être défaits. Miss Marple ne sonna pas pour le thé. Elle attendit. À 7 heures précises, alors que la première faible lumière perçait à travers les fenêtres striées de pluie, Madame Hartwell entra. Son allure était impeccable. Chemisier gris, col montant, cheveux coiffés en chignon. Mais il y avait quelque chose de creux dans son regard, une légère hésitation dans sa façon d'avancer vers la fenêtre, comme pour éviter la chaise en face. Miss Marple se leva. « Tu l'as cousu toi-même, n'est-ce pas ?» Madame Hartwell marqua une pause, une main sur le rideau de dentelle. « Pardon ?» La lettre écrite par Clara, celle qui, selon elle, allait démasquer Lavinia. Tu étais la seule personne encore à savoir où elle était partie. Madame Hartwell ne se retourna pas. Elle vous a dit qu'elle avait peur, poursuivit Miss Marple. Elle vous a supplié de la prendre. Vous étiez son amie la plus proche, la seule personne dans cette maison qui ne la traitait pas comme un problème. Et après sa mort, vous avez paniqué. Vous saviez que la lettre impliquerait Lavinia dans la disparition de Clara. Alors vous l'avez cousue dans la doublure de la robe de baptême et cachée au grenier. Mais pas avant d'en avoir fait une copie. C'est bien ça? Madame Hartwell se retourna, le visage dur. J'essayais de la protéger. Non, répondit Miss Marple d'une voix douce. Vous essayez de vous protéger.
Madame Hartwell s'assit lentement. Tu crois que j'ai tué Clara? Je pense que tu as aidé Lavinia à faire en sorte que personne ne découvre ce qui était réellement arrivé à l'enfant de Clara, Edward. Et quand Clara a menacé d'aller voir le notaire pour tout révéler, tu as prévenu Lavinia. Tu savais qu'elle agirait. Peut-être ne t'attendais-tu pas à ce qu'elle tue. Peut-être pensais-tu simplement qu'elle lui ferait peur. Mais quand Clara est morte, quand le corps a été retrouvé, il était trop tard. La voix de Madame Hartwell était basse, à peine audible à cause de la pluie. On a cru qu'elle était devenue folle. Elle délirait. Elle a dit qu'elle prendrait les enfants et qu'elle gâcherait tout. Elle n'était pas folle, dit doucement Miss Marple. C'était une mère qui essayait de protéger les seules choses qui comptaient pour elle. Elle voulait partir avec Édouard. Violette était malade. Quelle mère abandonne un enfant pour s'enfuir avec l'autre? L'expression de Miss Marple ne changea pas. Une femme qui savait qu'elle ne pourrait pas les prendre tous les deux. Une femme à qui sa sœur avait répété à maintes reprises qu'un seul enfant était acceptable, mais que deux la ruineraient. Madame Hartwell ferma les yeux. Je n'aurais jamais pensé que Lavinia... Mais elle l'a fait, et tu as contribué à le dissimuler. Il y eut un long silence. Miss Marple continua doucement. Je crois que vous avez dit à Harris où se trouvait la lettre. Je crois que c'est vous qui l'avez récupérée dans la robe lorsque Lady Tremaine est tombée malade et que vous avez craint qu'elle ne meure si vous ne preniez pas de nouvelles dispositions. Vous alliez la détruire, mais vous ne l'avez pas fait. Madame Hartwell ouvrit les yeux. Je ne pouvais pas. Je pensais que si jamais quelqu'un l'apprenait, j'aurais besoin de quelque chose, de protection. Tu l'as encore caché. Dans le coussin, admit Madame Hartwell, dans la chaise de couture. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe scellée. Elle était toujours là, sous la doublure. Vous ne l'aviez pas cousue aussi bien que vous le pensiez. Elle l'a remis. Madame Hartwell le prit avec des doigts tremblants. Vous le savez depuis des années, dit Miss Marple. Et pourtant, vous n'avez rien dit. J'avais peur. De quoi? De tout perdre. Miss Marple l'observait attentivement. Et donc vous avez laissé Amberton mourir. Vous avez vu les soupçons se porter sur Edward, sur Violette. Vous n'avez rien dit quand Harris a failli être arrêté. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Hartwell. C'est devenu incontrôlable. Tu l'as cousu, dit Miss Marple d'une voix plus forte. Et tu pensais que personne ne remarquerait jamais la couture? Madame Hartwell ne dit rien. Vous avez gravé la vérité dans la trame de cette maison, murmura Miss Marple. Et maintenant, elle a déchiré tout le monde. À cet instant, la porte s'ouvrit. Violette entra, pâle mais sereine, et derrière elle, Édouard. Ses mains étaient en propre, son manteau boutonné, mais il y avait quelque chose d'ancien dans ses yeux. Il regarda Madame Hartwell sans rien dire. Elle ne pouvait pas le regarder. « J'aurais dû te le dire, » murmura-t-elle. « Il y a des années, tu méritais la vérité. » Il prit la lettre sur ses genoux et l'ouvrit lentement. Au bout d'un moment, il prit la parole. « Clara a écrit ça pour moi? »« Oui, » dit Miss Marple, « et pour Violette, pour ses deux enfants. » Des larmes coulaient sur son visage. « Elle allait s'enfuir, » murmura-t-il. « Elle allait nous sauver. »« Elle a essayé, » dit Miss Marple, « mais elle a fait confiance aux mauvaises personnes. » Violette s'avança et s'agenouilla près de la chaise d'Édouard. Elle lui prit la main. « Nous ne sommes plus brisés, » dit-elle, doucement. Elle n'a pas échoué. Miss Marple les observait en silence. Dehors, la tempête commençait à se lever. Madame Hartwell se leva lentement. « J'accompagnerai le gendarme, » dit-elle. « Il ne me reste plus rien ici. » Miss Marple hocha la tête. « La justice ne porte pas toujours la robe noire. Mais elle vient, d'une manière ou d'une autre. » Tandis que le silence s'installait dans la salle, Miss Marple s'assit près du feu et ouvrit le petit paquet qu'elle portait depuis le matin. Dernier morceau de satin, plié à l'intérieur, la dernière lettre de Clara, l'original, celle qui ne devait jamais être retrouvée. Elle l'a relue. « À mes enfants, vous ne me connaîtrez pas, mais je suis avec vous. Dans chaque fil, dans chaque maille, dans chaque souffle de cette maison. Je vous aimais tous les deux. Pardonnez-moi de partir. Je n'ai pas choisi de partir, mais j'ai choisi d'aimer. » Miss Marple replia la lettre et la glissa soigneusement dans une nouvelle enveloppe. Elle prit son nécessaire à couture et choisit un fil bleu pâle.
De ses petites mains fermes, elle commença à coudre. Non pas pour cacher, mais pour préserver. Parce que certaines vérités, une fois découvertes, doivent être rappelées. Et cette confession cousue de satin ne serait plus jamais réduite au silence.